Voice Rogue, en méchant iconique des années 80, Bruce Willis avec des cheveux et la version sérieuse de la Tour Montparnasse infernale. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle de Piège de cristal. 2,21 gigawatts. Ne jamais croiser les ennemis. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Vraiment un gros tas de merde. Salut Julien, comment ça va? Bah écoute, ça va super. C'est le dernier épisode de la saison, la première saison, enfin. Ouais. Ça fait une longue aventure. Bah, une belle et longue aventure, ouais. C'était cool. Bon, comme vous l'avez compris, on parle d'un film culte, d'un film qu'on nous a recommandé. D'ailleurs, allez pour toi, c'est là Mathieu. Il y espérait beaucoup quand il a vu les énigmes de Noël. Il s'est dit, mince, le film de Noël cette année, c'est pas le piège de cristal, faudra attendre l'année prochaine. Eh ben non. Surprise. On en fait deux cette année. Ouais, donc quand vous allez... Bon, effectivement, quand vous allez écouter l'épisode, il sera quoi? C'est le 31 qui sort? Ouais, ce sera le 31 décembre. Ouais, donc vraiment le dernier de l'année, tu pouvais pas faire plus dernier chez dernier, quoi. Du coup, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire parce que c'est un film assez dense, il y a pas mal de choses à relever. Ça va être un long podcast. Ouais. Et puis, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Bah justement, je voulais savoir quand est-ce que tu l'avais découvert, dans quelles conditions? Moi, je l'ai découvert à la télé. Je l'ai découvert, je devais être ado ou un truc comme ça. Assez tard au final, parce que comme il devait être interdit au moins de 12 ans ou un truc comme ça, je le regardais pas. Mes parents voulaient pas trop que je regarde ce genre de film. Mais ça reste un film de Noël culte, je trouve, aujourd'hui. Je sais pas pour toi. Bah écoute, ça fait partie des films cultes justement qui étaient dans ma to-do depuis des années et que j'ai jamais eu le temps de regarder, jamais eu l'envie. Donc c'était l'occasion, donc vous l'avez compris, c'est la première fois que je vois Piège de cristal et quelle découverte, c'était superbe. Ah bah c'est le maître John McTiernan. Hein. Ouais non franchement, j'ai pris mon pied. Bon c'était chiant de devoir prendre des notes pour le coup parce que j'aurais bien aimé le mettre en one shot, ouais. Sans m'arrêter. Mais non ouais que dire, je suis content de l'avoir découvert. Ça fait des fois j'ai un peu pas honte, mais tu sais je me dis c'est fou j'ai pas vu ce film, mais en fait on devrait tous être contents d'avoir des classiques qu'on n'a pas vus. Ah ouais, non, mais faut toujours être content de se dire qu'on peut qu'on peut découvrir un film qu'on n'a jamais découvert avant. Parce que ouais, c'est un cadeau, ouais, de découvrir un film comme ça, là. Ah ouais, franchement, ça fait du bien. Donc merci Mathieu. Et puis on va pouvoir commencer directement sur, comme tu le disais, notre bon réalisateur John McTiernan. Ouais, alors John McTiernan, lui, c'est le Beethoven du boom boom. Non mais c'est vrai quoi, le mec il a quand même fait Predator, Piège de cristal, À la poursuite d'Octobre Rouge. C'est un peu le Michael Bay des années 80-90. Ouais, c'est lui qui faisait vraiment les films d'action, mais vraiment efficaces. Et je trouve que, tu vois, tu le compares à Michael Bay, et ça lui rend pas honneur, parce que je trouve que Michael Bay est beaucoup moins bon que ce que lui a fait. Il y a comme des plans de ouf, là, qui sont dingues, et il y a quasiment aucun effet spéciaux, quoi. À part 2-3 fonds verts. Non, je voulais dire, en termes de... C'est un mec qui fait des films d'action et qui est réputé pour ça, quoi. C'est surtout pour ça le parallèle. Mais oui, ça s'arrête là, effectivement. Ouais, non, mais ça, pour le coup, c'est vraiment lui qui a démocratisé un style d'action beaucoup plus lent, en fait, parce qu'au final, le film est long. Il fait 2h15, 2h20. 2h20, ouais. Donc c'est assez lent, au final, pour arriver à quelque chose où ça bouge vraiment, parce que le début du film, il est quand même assez tranquille, quoi. Ouais, et il présente bien les persos et tout. Puis il met une tension, il installe une tension, donc non, c'est cool. Oui, mais du coup, il change les règles des héros... du cinéma, puisque du coup on n'a plus un héros super bodybuildé à la Stallone ou à la Schwarzy, on a Bruce Willis qui est quand même beaucoup moins musclé, qui est un peu le monsieur tout le monde en vrai. Ouais, un peu le monsieur tout le monde, mais du coup c'est le dernier de la Sainte Trinité des années 80 qu'on fait là, après Schwarzy et Stallone, ces derniers films, là on fait un Bruce Willis, donc on aura fait le tour des actionneurs. En parlant de ça justement, t'as parlé des films principaux qu'il a fait McTiernan, mais il a aussi fait Last Action Hero en 93, donc la boucle est vraiment bouclée. Oui, il fera aussi Le 13e guerrier, qui a eu beaucoup de problèmes avec ce film, et il a eu Rollerball aussi en 2002, qui lui a eu encore plus de problèmes, puisque il aurait des soucis judiciaires à cause de ce film. Ok. Ouais, parce que en fait, il a mis sur écoute illégale le studio, je crois. Ah ouais, d'accord, carrément. Ouais. Non, mais il a été loin, et ça mettra fin à sa carrière justement, puisque du coup, on le reverra plus après ça. Bah oui, son dernier film, c'est Basique en 2003, je crois, c'est ça. Donc. Ouais, mais c'était un four. C'est un peu dommage. C'était un grand réalisateur, mais comment dire, son ego a joué.
dans l'histoire et ça lui a desservi. Et du coup, le style McTiernan, c'est quand même des plans amples, élégants, un sens aigu de l'espace et de l'attention, une caméra souvent fluide et mobile, et surtout une capacité rare à créer un suspense dans des lieux fermés. Ouais, bah, on est clairement dans ce que tu viens de dire, hein, de toute façon, dans Piège de Cristal. Regarde c'est à la tout le poursuite film. d'Octobre Rouge. Ok. C'est quelque chose. Moi, j'aime pas les sous-marins, ça me rend dingo. Ah, ok, d'accord. Là, c'est un truc de ouf. Bah, ouais, non, mais c'est pour ça. J'ai trouvé que ça, c'était super, et c'est vrai que quand j'ai vu la filmo, j'ai reconnu pas mal la patte par rapport à Last Action Hero, Predator. Il y a un style, il y a quelque chose. Ouais, il y a carrément quelque chose. Il a clairement un goût pour les personnages ambigus, les anti-héros et les vilains charismatiques. Bah, oui. Parce que dans tous ses films, il a quand même des méchants qui sont hyper charismatiques. Dans Last Action Hero, le méchant, il est exceptionnel. Un peu cliché, mais c'est le concept. C'est le concept de Last Action Hero. Il est méta, le concept, donc forcément... On va le faire, hein, Last Action Hero, parce qu'il y a des choses à dire. Hein, Ouais, c'est excellent. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur le réalisateur. Ouais, alors juste vite fait pour ces histoires d'ennuis judiciaires, ça a commencé avec l'affaire Anthony Pellicano, qui est un détective privé d'Hollywood qui est surnommé le nettoyeur des stars. Sympa. Ça donne envie. Hein. Donc ce dernier, il est accusé d'avoir mis sur écoute plusieurs personnalités à la demande de clients influents. Et parmi ces clients, il y avait John McTiernan. Mais c'était pourquoi, en fait? Pourquoi mais vous voulez foutre le studio sur écoute? C'est ça que je comprends pas. Alors, le réalisateur reconnaît avoir engagé Pellicano pour espionner le producteur Charles Roven pour Rollerball, justement, avec qui il était en conflit. Jusque-là, c'est pas trop joli, mais ça aurait pu en rester là. Sauf que McT ment au FBI lors de l'enquête. Et ça, aux États-Unis, mentir au FBI, bah ils aiment pas. Tu m'étonnes. Du coup, ça lui vaudra un procès, des revirements, aveux, plaidoiries en 2013. John McT est condamné à 1 an de prison fédérale, peine qu'il purge en partie. Il passe près d'1 an derrière les barreaux à la prison de Yankton, dans le Dakota du Sud. C'est une prison pour délinquants non violents, donc voilà, c'est un peu plus tranquille, quoi. Ouais, bon, façon de c'est pas parler, quoi. plus, ouais. Ça reste la prison aux États-Unis. Hein. À sa sortie, du coup, il sera ruiné. Il vend son ranch dans le Wyoming et il tente tant bien que mal de revenir au cinéma, mais Hollywood ne veut plus de lui. Okay. Voilà. Et au revoir. Ouais, ciao. Fin de tournage pour McTiernan. Voilà, violence. Bah, c'est encore une belle histoire. Ouais, bah, mais c'est une histoire de dingue parce que juste pour une histoire d'écoute, le mec est persona non grata alors que il y en a, ils font des trucs vachement pires que ça. Ouais, enfin, c'est quand même pas, c'est pas anodin non plus. C'est pas anodin, mais je veux dire qu'il y a quand même pas mal d'agresseurs à Hollywood et eux, ils ont rien, quoi, tu vois. Oui. Donc, enfin, il y a pire, quoi. Là, je pense qu'il l'a mis sur écoute parce que il sentait que le producteur, il avait un truc contre lui ou quelque chose comme ça, mais. Ouais, il lui a donné une occasion de plus de se faire virer, quoi. Oui, exactement. Moi, j'ai 2-3 notes par rapport à l'équipe technique. On a Steven de Souza qui était scénariste. Bon, c'est pour reboucler avec nos précédents épisodes, mais c'est un des scénaristes aussi de The Running Man. La boucle est bouclée, encore une fois. C'est là que tu vois, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de films, mais on a souvent, du coup, des personnes qui reviennent. Donc, c'est là où tu vois que Hollywood, c'est un petit monde fermé, quand même. Ouais, et tu le vois surtout selon certaines années. Tu vois, dans les années 80, c'est beaucoup les mêmes qui tournent. Après 90, encore d'autres. 2010 encore d'autres, enfin 2000, 2010, tout ça. Bah c'est ça, ouais. À la musique, on a Michael Kamen, c'est le mec qui a fait la musique de Die Hard et forcément L'Arme Fatale aussi. Il était dans le même style, hein, du coup. X-Men aussi, le premier. Oui. J'en profite pour le dire, mais je trouve la musique assez cool. Moi j'adore la musique. Il y a un truc de tension. Ça a pris un coup de vieux parce que c'est vraiment plus une musique qu'on utiliserait pour un film d'action, mais ça installe une ambiance. Je trouve que c'est cool. Ouais, mais il y a un côté vintage du coup quand tu regardes ça. Bien sûr, ouais, c'est ça. Et j'ai une note aussi sur le chef opérateur, donc qui était à la photo, c'est Jan de Bont. Yann de Bont. Ah merci. En fait, il est néerlandais. Ah bah voilà. Du coup, chef opérateur puis réalisateur. Il était réalisateur de Speed, Twister en 96. Ouais. Et puis il a fait la photo de Die Hard, Basic Instinct, puis L'Arme Fatale 3. Donc pareil, on voit qu'il y a beaucoup de connexions entre L'Arme Fatale et Die Hard. C'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant du tout. Ouais. Mais il faudra qu'on fasse L'Arme Fatale 1. Oui, carrément. Il y a pas mal de trucs à dire, c'est vraiment un culte aussi des années 80. Puis on n'a pas parlé de Mel Gibson, quoi. Non, oui, c'est vrai. Et ouais, Yann de Bont, s'il est devenu réalisateur, il a pas fait que des mauvais films, puisque du coup, Speed et Twister, c'est des super films. Hein, moi, ouais, j'aime les deux. Hein. Ouais, donc. J'aime bien ce qu'il fait. Là, par contre, Speed 2, c'est moins bon. Je l'ai jamais vu. Bah, il est beaucoup moins bon, ça se passe dans un bateau. Ils n'ont pas trop l'intérêt. D'accord. Il y a encore Keanu Reeves ou pas du tout? Non, justement, c'est pour ça qu'ils ont gardé Bullock, mais ils ont oublié Keanu Reeves. Keanu Reeves n'a pas voulu revenir. Mais ça reste des bons films. Moi, j'aime beaucoup ces films-là. Et Yann de Bont, il est fort dans la tension de Speed et Twister. Je trouve que c'est bien foutu. Bah, la photo, elle est superbe. Il y a plusieurs fois où je vais en reparler quand on sera sur le film, mais il y a vraiment des plans qui tuent. Ah ouais, clairement. Ouais. On peut passer aux acteurs, je pense. Bah ouais, on va passer aux acteurs. Et du coup, Bruce Willis, quoi.
Est-ce qu'on présente vraiment Bruce Willis ? Honnêtement, ça sert à rien, mais on va le faire quand même. Ouais, Bruce Willis dans le rôle de John McClane, le grand John McClane. C'était quand même un pari osé puisqu'il vient du monde de la télé et pas du cinéma d'action à l'origine. Ouais. Il avait un rôle dans la série Clair de Lune que je connais pas du tout, où il incarne un détective privé plein d'humour face à Sybil Shepherd. Pareil, je connaissais pas parce que nous on est né à une époque où Bruce Willis était déjà une star mondiale, surtout moi. Donc ouais, c'était Inconnu au bataillon. C'est Moonlightning, je pense en VO de 85 à 89 là, mais pareil, Inconnu au bataillon. Et du coup, c'est le film qui fait vraiment exploser sa carrière au cinéma. Ouais, je comprends pourquoi. Ouais, non, c'est un super acteur, hein, Bruce Willis, moi j'aime beaucoup. Donc il devient l'anti-héros par excellence du cinéma. Il fera donc d'ailleurs 1, 2, 3, 4, 5. Alors le 1, on va en parler aujourd'hui. Le 2, il est un peu moins bien que le 1, je trouve. Moi, ça reste un film de Noël aussi, puisque ça se passe à Noël aussi. Ok, encore. Mais le 2, j'aime bien, il y a des trucs vachement cool, mais tu sens qu'il y a un truc un peu en moins par rapport au 1. Le 3 est exceptionnel. C'est fou parce que du coup, je crois que j'étais voir le 4 au ciné avec mon parrain, et c'est ce que j'ai vu en premier en fait. Et donc, j'ai vu les 3 bons, je les ai pas vus, et j'ai vu ceux qui sont pas ouf, et c'est pour ça que je pense que ça m'a jamais donné envie de continuer, d'aller plus loin, tu vois, que ça. Alors moi, j'ai beaucoup d'affection pour le 4. Moi, je trouve que c'est des sous-missions impossibles après. Mais... Ouais, c'est même encore pire que ça. Hein, mais oui. Tu vois ce que je veux dire. Je trouve que le 4 est quand même bon, malgré tout. Il a beaucoup de défauts, mais il reste bon. Son fils caché, là, c'est pas ça ? C'est le 5, ça. Ah alors j'ai un doute. C'est le 5, je crois. Non, le 4, c'est quand il est avec Justin Long, là où c'est un pirate informatique, Justin Long, et le méchant, c'est Timothy Olyphant. Mais je crois que c'est le 5 que j'ai vu alors. Ah t'as vu le pire. Voilà. ça explique beaucoup de choses. Parce que moi, le 4, je l'aime bien, il y a des trucs vachement intéressants, et puis tu te prends pas trop la tête. Il y a le côté hacker, quand t'es informaticien, tu fais « What the fuck, comment il arrive à faire ça ?» Non, le 4, je le trouve pas si mauvais que ça, mais le 3 est exceptionnel. Vraiment, t'as jamais vu le 3 ? Non, je t'ai dit, j'ai vu 58 heures en enfer, je crois, le 3. Et c'est avec, comment il s'appelle, Samuel L. Jackson, notre ami qui jouait dans Eragon, là, le vieux qui meurt. Ah putain, j'ai oublié. Mais oui. Ouais, voilà. Brom, mais... Ouais, c'est Brom. Jeremy Irons, non ? Ouais, c'est ça, Jeremy Irons, putain, j'avais plus le nom du tout. Mais ouais, c'est avec Jeremy Irons, et le film, il est découpé en 2 parties. C'est incroyable la manière dont c'est fait. Et moi, je trouve le 3, c'est mon préféré. Ok. Écoute, j'aime beaucoup le 1, j'ai une valeur énormément sentimentale pour le 1, pour le côté film d'action, film de Noël, mais le 3, au-dessus de tout. On fera le 2 l'année prochaine, et puis voilà. Et puis oui. Et donc, ouais, je pense pour la filmo de Bruce Willis, la plupart vous les connaissez, un Pulp Fiction, Sixième Sens, on pourra en citer encore pendant longtemps. Incassable, Glace, qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi ? Mon voisin le tueur, puisque en fait, faut savoir que Bruce Willis, il a un timing comique qui est vraiment bon aussi, un peu à la Schwarzy. Déjà dans le film, on le voit. Ouais, mais il a fait mon voisin le tueur avec Matthew Perry, et il jouera dans une grosse partie d'une saison de Friends aussi. C'est vrai qu'il joue le père, mais il joue le père de Rachel, non ? Non, le copain de Rachel. Il joue le père de la copine de Ross, qui est une petite jeune, parce qu'il se tape une petite jeune, Ross, à un moment donné. Et en fait, il joue son père, et tu sais pas s'il va le tuer ou pas à un moment donné. Il le fait très bien, ouais. Il est excellent dans ce rôle. Et donc, oui, c'est l'acteur grand public par excellence, tout le monde le connaît. Malheureusement, je pense que beaucoup de personnes connaissent sa fin aussi. Sa retraite a été annoncée après des diagnostics neurologiques. Il aurait une aphasie, puis il a souffert de démence, je sais pas comment on prononce ça, donc je vais pas le faire. C'est une démence frontotemporale. Ouais, pas facile à dire. Merci. Non, mais ça va. Bon compte triple. C'est ça. Non, c'est une fin très triste pour Bruce Willis, puisque sur les dernières nouvelles, parce que sa fille donne encore des nouvelles aux médias de temps en temps, et sur les dernières nouvelles, il a beaucoup de mal à bouger et beaucoup de mal à parler. Ouais, il parle plus du tout en fait. Et le pire, c'est très triste. C'est ça. Corrige-moi si je me trompe. De toute façon, tu couperas dans le montage si jamais je dis des conneries. Mais c'est pas sur la fin de carrière justement où il aurait accepté des contrats de films un peu pourris, de direct ou DVD. Ah si, complètement. C'est à partir de 2010 que sa carrière décline à cause de ça. Et en fait, je pense qu'il connaît son état de santé depuis cette époque-là. Ouais. Il fera des brefs passages dans Expendables 1, 2 et 3, je crois, de Stallone. Où je crois qu'il est plus dans le 3 parce que justement, il demandait énormément d'argent et Stallone voulait pas lui donner autant de thunes. Et tout le monde disait, Bruce Willis, quel bâtard, il demande de la thune de ouf parce qu'il sait que ça va marcher. Et en fait, c'était pour financer, d'accord. Ouais, c'était juste pour financer sa future maladie, enfin sa maladie qu'il avait et ses médicaments. Donc, il y a un côté où il s'est fait beaucoup bâcher et au final, les gens ont découvert la vérité et c'était pas tout rose. Ouais, donc c'est un peu triste malheureusement.
Oui. Et, bon, je pense on va pas s'attarder là-dessus. En parlant de triste, on va enchaîner parce qu'on enchaîne. Au second rôle du film, Alan Rickman. Alan Rickman, vous le connaissez tous pour le rôle de Severus Rogue dans Harry Potter. Qui est le rôle d'une vie, hein, honnêtement. Oui, c'est le rôle d'une vie, clairement. Je sais pas qui peut reprendre ce rôle aujourd'hui parce qu'il le joue tellement bien. Irremplaçable. Il est incroyable. Il jouera aussi le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner. Il est très bien dans ce film. Moi, j'aime beaucoup ce film. Oui. Il fait 2h45 ou 3h, je crois, ce film, mais j'aime beaucoup. C'est un film que je regardais beaucoup en cassette, Robin des Bois, Prince des voleurs. Vraiment bien. J'en ai des souvenirs d'enfants aussi, mais pareil, je pourrais pas Il faudrait que je le revoie pour donner mon avis. Il jouera aussi dans un film de science-fiction qui s'appelle Galaxy Quest. C'est étonnant de sa part. Parce que Oui. il est très sérieux. Déjà, Harry Potter, c'était étonnant, mais alors... Oui, carrément. Il est aussi passé derrière la caméra pour Les Jardins du Roi en 2014. Il est décédé en 2016. D'un cancer, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, d'un cancer. C'est un grand acteur. Il joue très très bien ses rôles. C'est une grande perte pour le cinéma. Il sait tout jouer de toute façon. J'allais dire justement, on l'a aussi dans Love Actually, dans une comédie romantique où il est très bon aussi. Que dire, de toute façon, tout le monde sait que c'est un monstre. Hein. Il est dans Truly Madly Deeply aussi. Donc ouais, non, le mec joue tous les rôles qu'il peut jouer, quoi. Il est bon dans ce qu'il fait. Et là, il joue le rôle de Hans Gruber, le cerveau froid et cultivé du braquage. C'est là où tu vois qu'il est fait pour faire des rôles comme Rogue, parce que c'est un personnage un peu froid, intelligent, calculateur. Ouais. Puis qui laisse rien transparaître. Ouais, non, franchement, solide. Hein. Encore une fois. Il faut savoir que Die Hard 3 est la suite directe du 1. Ça reparle de Gruber. Mais il est mort, on est d'accord. Hein. Oui. Tu m'as fait peur. Oui. Non, mais tu le refaisais venir, j'ai dit, oh non. Non. C'est la suite directe. Il y a un rapport avec Hans Gruber qui est hyper intéressant. Et moi, j'aime beaucoup comment c'est fait. On va passer à Bonnie Bedelia, qui est... Oli Gennaro, là, voilà. de McLean. Enfin, Oli Gennaro McLean, on aura le temps d'y revenir. C'est ça, c'est Oli Gennaro ou Oli McLean, comme vous voulez. Elle, c'est plutôt une actrice de série. Elle a joué dans The Division, dans Parenthood, et on la voit plus trop au cinéma maintenant. Ouais, elle a joué aussi dans une série, c'est Présumé Innocent, 1990. Oui. C'est l'adaptation d'un livre qui a été adapté cette année, enfin il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus, avec Jake Gyllenhaal. C'est assez sympa, en vrai, pour le coup. D'accord. Ouais, j'ai pas vu ça avec Jake Gyllenhaal. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le café. D'accord. Ouais, ok. Elle reprendra son rôle dans la saga dans Die Hard 2 et on la reverra plus dans la saga malgré les prochains épisodes. C'est un personnage qu'on ne voit plus, même dans le 3. On en entend parler, mais on la voit plus. Ok, voilà. C'est un peu triste. C'est un peu triste, ouais. D'un autre côté, c'est pas qu'elle joue mal, mais elle a pas grand chose à faire. Encore une fois. On lui donne pas grand chose à manger. Non, puis Bruce Willis et Alan Rickman volent tout ce qu'il y a, oui. l'acteur. Donc bon tous les deux, ils sont exceptionnels dans leur rôle, donc ils roulent sur le film. On a aussi Reginald Vell Johnson qui joue le sergent Powell. Ouais, c'est le bon flic, lui. C'est le gentil flic au grand cœur. C'est le cliché un peu aussi. Hein. Ouais, un petit peu, mais moi, ce que j'aime dans ce film-là, c'est justement la relation qu'ils arrivent à construire tous les deux. Malgré qu'ils se voient pas et tout. John McClane et Powell, ils ont vraiment une belle relation et c'est dommage que c'est pas réutilisé dans les prochains. Ouais, d'accord. Tu n'entends plus parler de Powell dans les prochains. Voilà, c'est étonnant parce que on dirait le début d'une grande amitié, tu sais, donc... Ouais, oui. Ils parlent même d'emmener leurs enfants ensemble et tout dans le film, donc c'est un peu dommage de pas avoir continué cette belle relation. Je trouve que c'était un vrai plus dans ce film. Ouais, mais c'est l'acteur qui fait le café. On l'avait vu dans Ghostbusters et Crocodile Dundee en 84 et 86. Ouais, et puis il a joué dans La vie de famille aussi, de 89 à 98. Il joue un rôle de père de famille bourru mais bienveillant, qui affronte quotidiennement Steve Urkel. Ok, d'accord. Faut voir La vie de famille. Jamais vu, honnêtement. Une bonne série. C'est quoi, c'est une sitcom ? Ouais, c'est un peu sitcom ça. Ok. Il reste actif avec des apparitions dans des séries et comédies, mais son nom restera surtout associé à la période de années 80-90 et surtout à ce flic qu'on aime tant. Ouais, honnêtement, c'est un personnage qu'ils essayent d'approfondir. C'est fait un peu avec des... Avec des gros godillots, mais... Ouais, voilà. Mais pourquoi pas. Mais voilà, en vrai, au moment où il arrive dans le film, il y a un switch dans le film quand même. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est cool. Et non, j'aime bien la relation comme tu disais, mais on aura le temps de le dire pendant le déroulé du film, mais il y a pas mal de choses à dire sur son perso, donc je pense que c'était important de le mentionner. J'ai d'autres persos, mais honnêtement, je sais pas s'il valent le coup d'en dire quelque chose. Est-ce que t'as d'autres notes, toi ? Ah non, moi, c'est les seuls acteurs que j'ai gardés. Oh, on est d'accord. Hein. Parce que bon, Carl, on s'en fout, quoi. Bah, exactement, ouais. À la limite, il a Argyle, 2 lignes de dialogue. Oui, il y avait Argyle, c'est vrai. Le chauffeur Argyle qui est joué par Devorah White. Que dire ? C'est un enfant acteur à la fin des années 70.
Ouais. Il est surtout connu pour ce rôle-là. Et puis on le voit rapidement dans The Blues Brothers aussi. D'accord. Je voulais juste le citer parce que je trouve le perso exceptionnel. Bah, il est trop drôle ce perso. Voilà, mais Tout le long du film, t'as des petits passages sur lui en train de faire sa petite teuf dans sa limousine. Là. Il a dû faire une journée de tournage, mais ça suffit. Petite anecdote, à l'origine, c'était pas Bruce Willis qui était envisagé, il a été engagé en dernier recours. Ouais. Le rôle de John McClane a été proposé à, attention, hein, Frank Sinatra. Schwarzenegger, à Stallone, à Burt Reynolds, à Richard Gere aussi, What? à Harrison Ford et à Clint Eastwood. Et ouais, même Frank Sinatra. C'est énorme le nombre de personnes qui sont passées. C'est énorme et il faut savoir qu'en plus, Sinatra avait un droit contractuel de priorité car le film est vaguement basé sur une suite d'un roman adapté des années 60 où il jouait déjà. Ouais, c'est Nothing Lasts Forever. Ouais. Et je savais pas du tout ça. Mais non plus. Et apparemment, de toute façon, le film est une adaptation d'un bouquin aussi déjà. D'accord, bah ça je savais pas ça par contre. Et pareil, j'aurai le temps d'y revenir par la suite. Je l'ai noté quelque part, faudrait que je le voie. Mais ouais, Frank Sinatra a refusé l'offre parce qu'en fait, il avait déjà 70 ans à l'époque. Donc je vois mal. Je vois mal Frank Sinatra jouer dans ce film à ce moment-là. Il est un peu vieux. Ouais. Mais je pensais qu'il était déjà décédé d'ailleurs à cette époque-là. Bah oui, il était pas loin. Il était pas très... C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Bruce Willis accepte le rôle alors qu'il tournait déjà dans le clair de lune la journée. Du coup, il a tourné Die Hard la nuit. Voilà. Quel taf. Bon, il est payé 5 millions de dollars quand même. Hein. C'est une somme énorme pour un acteur de télé à l'époque. Donc tout Hollywood est choqué à cette époque-là. Bah, il s'en est bien sorti. Hein. Ouais, il s'en est très bien sorti. Il les vaut. Oui, carrément. Aujourd'hui, ça reste un acteur mythique. Dans le même genre, on a Alan Rickman. En fait, c'est son premier rôle au cinéma. Oui. C'est quand même, t'imagines, c'est son premier rôle au cinéma. Et s'il n'y avait pas Bruce Willis, et même, honnêtement, je pense que ça reste le meilleur acteur du film, au-dessus de Bruce Willis. Ah oui, non, mais clairement, il est. Bah d'ailleurs, il y a toute une anecdote là-dessus, puisqu'il est perfectionniste et râleur à souhait. Il sort du théâtre classique, donc forcément, il est très carré, le monsieur. Il a été exaspéré par les méthodes hollywoodiennes, avec beaucoup de bruit, d'improvisation, de pyrotechnie et de décalage. Il trouvait que les dialogues étaient parfois mauvais et a lui-même proposé des changements pour que Hans Gruber ait plus de classe et de répartie. Beaucoup de ses lignes cultes, comme « Monsieur Takagi ne va pas nous aider, alors nous allons chercher un autre volontaire », ont été réécrites par lui-même avec les scénaristes. Donc le monsieur est très carré sur ce qu'il veut faire, quoi. C'est vraiment Rogue, en fait. Ouais. Le rôle était fait pour lui, c'est fou. Si le script changeait tout le temps. A priori, le scénario de Piège de cristal était en perpétuelle évolution pendant le tournage. Ok, d'accord. Ouais, Bruce Willis a même confié qu'il recevait parfois ses dialogues le matin même et qu'il découvrait au fur et à mesure les rebondissements. Et ils sont chauds quand même. Ouais, bah ouais. Hein. Bah, Alan Rickman, lui, ne savait même pas au départ que Hans Gruber allait se faire passer pour un otage à un moment du film. Sa scène avec McClane en mode j'ai peur, monsieur le méchant, est donc jouée avec zéro préparation et ça marche à fond. Ça marche bien. Bah, de toute façon, ouais, au final, pourquoi pas. Et en parlant de réplique, justement, la catchphrase, là, Yippee-Ki, c'est une improvisation aussi. Ah ouais? De Bruce Willis, parce qu'en fait, vu qu'ils arrêtent pas de l'appeler Cowboy dans tout le film, au début, moi, je comprenais pas la ref. Je pensais que moi non plus. Et en fait, c'est juste une onomatopée de Cowboy. Et en vrai, c'est ouf qu'il l'ait gardé en français, ce truc. Oui, parce que personne n'a jamais compris, en fait, quoi, non? Bah ouais, non, ça veut dire que mais en fait, à l'époque, on était tellement libre sur les adaptations et sur les traductions que, en fait, je suis grave étonné que le mec qui a traduit, il s'est pas dit, je vais mettre autre chose. Bah oui, parce qu'en plus, tu vois, c'est vraiment un truc de cowboy, donc il n'y a rien de plus ricain que ce genre de ref. Et pourtant, on est resté, tu vois, donc. Ok. Bon, du coup, est-ce que t'as d'autres choses à dire? Non, je pense que de toute façon, j'ai d'autres notes, mais elles sont au fur et à mesure du film, donc si t'as pas d'autres points à mentionner, à mon avis, on va pouvoir démarrer le film. Bah ouais, on va pouvoir démarrer le film. Écoute, allons-y gaiement. Allons-y. On démarre du coup le film à l'aéroport de Los Angeles. Alors, juste un tout petit truc avant. Oui. Le film, il démarre avec le logo de la 20th Century Fox, avec la musique de la 20th. À l'ancienne, ouais. À l'ancienne. Qui appartient à Disney. C'est ça, ça appartient à Disney. Et en fait, moi, à l'époque, j'avais toujours cette musique en tête qui me restait. Ouais, ça fait 2 films de suite qu'on voit, hein, puisque, comment ça s'appelle, la course aux jouets qui était aussi avec de la 20th Century Fox. Et je me dis, putain, on n'a plus ce genre de musique sur les sociétés de production, et ça manque quand même beaucoup, je trouve. Ils l'ont pas gardé Disney quand ils font un film de la Fox? Bah, j'ai pas souvenir de ça, en fait. Parce que pour moi, j'ai l'impression de pas avoir vu de film de la 20th depuis des années, quoi. Tu me diras, c'est sûrement vrai parce que j'ai été voir Predator Badlands, qui est théoriquement une licence de la Fox. Et je ne me semble pas avoir vu. Bon, il n'y avait pas le logo Disney, heureusement.
Non, ils le mettent pas, mais Mais on n'est pas très loin. mais il me semble pas qu'il y avait. Bon, ils auraient pu pour celui-là. Mais à l'époque, quand j'entendais cette petite musique de la Fox, je me disais, waouh, ça va être un bon film, ça. J'aimais bien la Fox. Ou le lion qui rugit de. De la MGM. Ouais. C'était juste une petite aparté là-dessus parce que on n'en parle jamais de ces logos-là. Non, c'est vrai. Mais t'as Universal existe toujours, donc du coup on le voit souvent. Ouais. Mais la Fox, il a complètement disparu et la MGM est maintenant à Amazon. On le voit de temps en temps, mais il y a plus ce petit truc. De toute J'aime façon, bien celui de la Columbia aussi. Ouais, la Columbia était cool aussi. Tu vois, au démarrage de Spider-Man 1, là, tu vois, je m'en souviens encore, tu vois. Oui. Enfin bref, c'était l'instant on est vieux. C'est ça. Mais du coup, ouais, scène qui commence dans l'aéroport. Ouais. Du coup, on voit un avion qui atterrit et notre ami John, en fait, il serre les accoudoirs parce qu'on sent qu'il est pas à l'aise en avion. Ouais, je pense que c'est le cliché, mais c'est assez drôle parce que du coup, on va avoir une petite scène qui a l'air de servir à rien, mais t'as son voisin qui lui explique qu'il a une technique, lui, pour pas avoir peur dans l'avion, et c'est d'enlever ses chaussures, et puis de mettre ses orteils sur le tapis. J'ai jamais entendu parler de cette technique. Ouais, moi non ailleurs. plus, mais ça m'a fait rire, et lui aussi a priori, parce que donc tout à l'heure, il se foutra un peu de sa gueule un peu plus tard dans le film là-dessus. Je vais en profiter, mais dès qu'on caractérise le personnage de John dans le film, on le caractérise un peu comme un queutard. Ça va revenir plusieurs fois, mais il reluque un peu l'hôtesse dans l'avion et une meuf quand il arrive à l'aéroport. Et il se retourne et dit « Oh, la Californie !» Et tu te dis, je me suis dit « Bah dis donc !» Et puis il sort de l'avion avec un gros ours en peluche et il va prendre ses bagages. Il passe devant cette femme qui saute dans les bras de son mec et tu te rends compte que personne ne l'attend, lui. Non, tu comprends tout de suite qu'il y a de l'eau dans le gaz avec la famille et il y a toute une ambiance un peu space. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait bugger, moi, c'est où tu vois que tout a vieilli, mais c'est qu'on le voit fumer dans l'aéroport. Ils auraient même pu le filmer en train de fumer dans l'avion. Hein. C'est le genre d'image qui me fait dire, le monde a changé assez rapidement quand même. C'est un truc qui serait fou avant. Ah ouais. Aujourd'hui, tu fumes plus nulle part, mais... Et donc ça plus le fait que Bruce Willis a des cheveux, ça m'a double mindfuck, honnêtement. C'était le début de carrière, hein. Et honnêtement, ça lui va bien. Hein. Ouais, oui, ça lui allait bien, mais tu sens qu'il a un peu la petite calvasse qui commence quand même. Ouais, c'est le début de la fin quand même. Hein. Ouais. Du coup, entre-temps, on passe sur une petite fête guindée, très guindée au début, hein, parce que t'as l'impression que ils ont tous un costard et tout. La déco est très belle, hein. Et je me suis dit, c'est comme la course aux jouets, on démarre sur une fête de Noël, le party de Noël. Exactement. Mais du coup, on n'est pas sur un film pour enfants, ce coup-là. Non, pas du tout. Donc, petite soirée de réveillon de Noël. Et on est le jour du réveillon, a priori. Parce que c'est ce qu'elle dit. On est le 24 décembre, je crois. Il arrive le 24 décembre, juste avant Noël. Ouais, c'est ça. T'as le cliché de la riche qui appelle chez elle la Conchita espagnole là, qui s'occupe des enfants. Ouais, ça c'est un gros cliché par contre. Hein. Bon, après, je pense que c'est une vérité aussi, surtout dans t'es à Los Angeles, donc en même temps... Oui, mais bon... on comprend que c'est une businesswoman et qu'elle est assez importante dans la boîte. On le comprend assez vite parce qu'elle est dans les hautes sphères quand même. Ouais, elle est dans les hautes sphères, elle a vite contact avec le grand patron, Takagi. Ouais. Et puis, elle a contact avec Ellis. Lui, il m'énerve. J'ai envie de lui mettre des claques. C'est le cocaïnomane. D'ailleurs, putain, c'est vrai qu'il se taille de ses rails de coke, lui. Et d'ailleurs, je pensais que c'était un frère limite de Hans Gruber parce que je trouve que physiquement, ils se ressemblent. Mais ils se ressemblent beaucoup, ouais. C'est étonnant, hein. Moi, la première fois que j'ai vu le film, je confondais les deux à un moment donné. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout dans les otages? Bah, on est d'accord, ouais. Et c'est grave étonnant, ça. Et on comprend tout de suite que c'est un méchant parce qu'en plus, il dragouille un peu. On comprend aussi que c'est la femme de. Attends. Il dragouille pas, hein. Il est méga relou avec elle, hein. Non, mais je sens qu'il a envie de passer la soirée avec elle. Le film est pas clair parce qu'au début, je pensais que sa femme le trompait déjà avec lui. Non, ouais, le film est pas clair. Mais tu sens qu'elle, elle est dans les hautes sphères, elle est un peu en dessous de lui, si j'ai bien compris. Et du coup... Oh, désolé, c'est un plus beauf, tu meurs. Désolé. Ouais. Et du coup, en fait, t'as l'impression qu'elle est gentille. Enfin, elle est gentille parce que c'est son patron, en fait. Mais lui, il la drague lourdement. Et c'est vrai que t'as l'impression qu'elle l'a trompé déjà. Honnêtement, au début, moi, je me suis dit, oula, ça sent, elle trompe son mari. Et en plus, il y a un moment, ce truc qui paraît anodin, mais qui va resservir, où elle voit ses photos de famille, où il y a son mari dessus, et puis elle met la photo face cachée. Ouais, c'est la photo de Tchekhov. Ouais, clairement. Et donc, au début, je me suis dit, oula, c'est chelou cette ambiance. Ouais, c'est clairement chelou. Tu sais pas où il va arriver, là. Tu te dis, il va se pointer. Sa femme, elle se fait draguer par le patron. Ouais, étonnant. C'est un peu bizarre, quoi. Mais lui, il est méga lourd parce qu'il dit, oh, t'as rien à faire pour Noël. Viens dîner à la maison. Elle fait, bah non, j'ai des enfants, quoi.
Oui, bah oui. Non, mais voilà quoi. Lui, il était prêt à sortir, faire la teuf. Ouais, non, il était plus ambiance cheminée, bouteille de vin et boum boum à la cassa. Ouais, C'est Netflix and Chill. Se taper des rails de coke à la pelle, là. Et donc, en parallèle, t'as l'introduction de notre perso préféré, parce qu'en fait, du coup, t'as John McClane qui se fait, comment dire, prendre en charge par un chauffeur un peu luxueux quand même. Ouais, c'est un jeune chauffeur. C'est Argyle, du coup. Et tu sens que le mec, il a pas trop d'expérience, quoi. Non, mais c'est ses débuts au bonhomme. c'est un ancien chauffeur de taxi, et là il s'occupe des riches maintenant. Moi, il me fait marrer parce que du coup, il écoute du gros rap en mode NWA. Ça colle bien avec l'ambiance parce qu'à ce moment-là, on a aussi beaucoup de plans de Los Angeles qui sont filmés. Ouais, et d'ailleurs, il y a une réplique qui me fait mourir de rire à ce moment-là parce qu'il met son gros rap de ouf. Oui. Et t'as Bruce Willis qui lui fait Y a rien qui fasse un peu plus Noël? Mais vous entendez pas chanter les anges? Surtout que en plus c'est assez drôle parce qu'il y a rien qui fait Noël parce qu'effectivement on est à Los Angeles et du coup il neige pas. Il neige pas, t'as du soleil. On voit pas beaucoup de déco de Noël en plus. D'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure, mais vu que Bruce Willis pouvait tourner que le soir, les seuls plans qu'on a où il fait pas nuit, ce sont des plans au coucher de soleil. C'est ça. Et dans la nuit après. Ouais, c'est ça. Mais par contre, comment il filme trop bien Los Angeles au coucher de soleil, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. C'est des super beaux plans à ce moment-là. Il y a un grain dans l'image en plus qui est superbe. En plus, il a filmé toute la Golden Hour à chaque fois. C'est incroyable. Ouais, puis c'est une ville qui s'y prête bien. Donc, ouais, ça tue. Franchement, la photo, elle a un coup de vieux, mais dans le bon sens du terme. Elle a ce grain un peu. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui parlait de la différence entre, tu sais, les caméras numériques, entre l'aptique et l'analogique et le numérique. Et tu prends des images de ce film et tu vois la diff. On voit la sueur des gens. Tu vois, tout paraît réel. Et pour le coup, ça tue. Franchement, c'est propre. Hein. Ah ouais, non, c'est très très beau. Hein. Et t'as Argyle qui lui fait des petites allusions en mode « pas une petite femme pour ce soir ?» Ouais. C'est fou. Wow. Il est proxénète ou faut faire lui? Surtout qu'en plus, il se balade avec un ours en peluche qui est un peu taille réelle. Et il fait des vannes là-dessus en mode monsieur chercherait pas une oursonne, enfin des petites oursonnes pour ce soir. T'es en mode pas le temps de niaiser. Bon, du coup, direction le Nakatomi Plaza pour voir Madame McClane. Il est dans une limo quand même. On est dans une petite limousine quand même. Pris en charge par la société. Hein. Pris en charge par la société. Du coup, Argyle, il est vraiment cool avec lui. Ouais. Pour le coup, il lui dit je vais rester dans le parking de l'hôtel. Si tu sais pas où dormir, tu m'appelles et je t'emmène dans un hôtel sympa. Voilà quoi. Il connaît des coins. Il est cool avec lui, quoi. Ouais, il essaye un peu de faire le lourdeau pour savoir un peu la situation familiale de John, mais lui, il reste un peu évasif sur le sujet. Et donc, John arrive dans le Nakatomi Plaza. D'ailleurs, pareil, encore filmé avec une lumière du couchant. Il y a des raies de lumière qui passent dans le hall. Enfin, c'est très beau. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais je pense que c'est le hall d'entrée qui est utilisé dans Matrix 1. Ah, peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté marbre, pilier en marbre. T'as des grands piliers en marbre. Et des fois, il y a des plans dessus, j'ai pas vérifié. Mais je pense vraiment que c'est le lieu de location de Matrix 1, ça m'étonnerait vraiment pas. C'est sûr. Et donc, il arrive dans la tour, il cherche où est sa femme, via un ordinateur un peu... ça doit faire futuriste. Bon, pour nous, ça le fait plus du tout, forcément. Oh, c'est un vieil écran cathodique, il y a du tactile sur le cathodique, j'ai jamais vu ça, quoi. Ouais, c'est pour faire... C'est japonais, c'est futuriste. Ouais. D'ailleurs, il y a une réplique que j'aime beaucoup, il y a Bruce Willis qui fait au réceptionniste. Joli jouet. Oui, et si vous avez besoin de faire pipi, il vous aidera à trouver votre braguette. Ouais, je comprends pas pourquoi. Pourquoi pas Il comprend qu'en fait, sa femme, elle s'est enregistrée sur son nom de jeune fille. À ce à quoi il répond charmant. Parce qu'il cherche McClane et en fait, il trouve personne. Et quand il cherche Gennaro, il tombe sur sa femme. Et ouais, là, il prend la petite pique quand même. Ouais, il arrive du coup dans la fête au 30e étage. Ils sont tous au 30e étage en fait. Ouais, avant d'arriver au 30e étage, il fait un tour du propriétaire quand même avant d'aller à l'ascenseur. Il voit un mec un peu chelou, on sait pas trop ce qu'il fout dans le hall. Il regarde les caméras, tout ça. Tu sens que le mec, il a une déformation professionnelle. Le flic est encore en lui, quoi. Là. Ouais, tout le temps. Ouais, toujours. Hein. Du coup, il débarque à la petite fête. Il chope un verre, mais il le repose aussi vite. Ça avait l'air dégueulasse ce qu'il a bu. Je sais pas ce que c'était, mais. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait trop marrer parce qu'il y a un mec qui est complètement explosé. D'ailleurs, j'en profite pour le dire là, mais ça déconne pas la fête de Noël, hein, parce qu'ils sont tous explosés. Il y en a même qui vont baiser à un moment. Ouais, c'est pas Elise juste. Ah non, c'est pas Elise, justement. Ça pourrait être lui. Mais ça aurait pu, ouais. Et donc, elle rigole pas à la fête de Noël. Hein. Et il y a cette dichotomie entre le sérieux du personnage, tu sais, qui fait très âpre, très chemise à flanelle new-yorkaise, et qui déteste la Californie.
Parce qu'il y a un mec qui lui fait la bise, il dit « Oh, les mœurs californiennes !» Et moi, il m'a vraiment fait penser à Hank Moody dans Californication, à ce moment-là. C'est vrai, il a un peu ce style-là, parce que Hank Moody, il est aussi new-yorkais de base. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui déteste Los Angeles. Ouais, c'est ça. Et donc, il trouve sa femme. Ouais, il trouve sa femme, mais c'est le patron de sa femme, la Takagi, le grand patron de la boîte, qui le trouve et qui a vite deviné que c'était le mari d'Holly. Du coup, il l'emmène dans le bureau de Holly et elle est pas là, c'est Ellis qui est là. Il se fait son petit rail. Okay. Du coup, le patron insiste très fort, comme quoi c'est un policier. Ouais, de ouf. Et il en a encore sur le nez. Bruce Willis lui dit Adion, t'en as encore sur le nez. Faudrait que t'enlèves tout ça, quoi. Tu comprends tout de suite que ce perso, il va faire de la merde. Ouais, clairement, ouais. Tu sais qu'il est con. Ouais. Puis à un moment, il y a une réplique que j'aime beaucoup de Takagi. Je sais plus ce que lui dit Bruce Willis. Et il dit nous savons nous adapter. Pearl Harbor n'avait pas suffi. Alors nous avons lancé le magnétoscope. J'ai pas compris cette réplique, par contre. Je sais pas si c'est une erreur de traduction. J'ai pas regardé en VO, donc je saurais pas dire. Je sais pas du tout. Mais c'est un peu, c'est une blague en mode on va vous achever les Américains technologiquement parlant, j'imagine, mais je pense que c'est pas très subtil. Hein. En fait, pour le petit contexte géopolitique du moment, fin des années 80, le Japon était extrêmement fort économiquement parlant. Ouais, c'est l'âge d'or du Japon, avant que ça s'écroule un peu la bourse. C'est pas vraiment écroulé, mais ça reste un pays fort. Le Japon aujourd'hui a dominé grâce à ses taux d'intérêt beaucoup plus bas. Bon, c'est le moment très économique du truc. Mais c'est finari du podcast. C'est ça, c'est le moment finari du podcast. Mais du coup, là, c'était l'âge d'or du Japon. C'est eux qui innovaient le plus. Ça sortait de la nouvelle technologie à l'appel, le magnétoscope et tout. Sony était toujours à la pointe sur pas mal de choses. Où Sony a tué Canon en fait. C'est un peu ça. Pas Canon, pas Canon, Kodak. Merci. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette petite réplique là, je pense. Mais je sais plus ce qu'a dit Bruce Willis avant, mais il y a vraiment ce côté on est les Japonais, on est les plus forts, et c'est vraiment eux qui innovaient à cette époque-là. Oui, donc voilà. Toujours le cas sur plein de sujets, hein, d'ailleurs, mais oui, toujours le cas sur plein de sujets. Pas en jeu vidéo, mais c'est une autre histoire. Ah ouais, à voir ça. Et donc oui, Holly arrive, ils font les présentations et ils se retrouvent vite un peu à deux dans une salle de bain où ils commencent à s'engueuler. C'est la salle de bain privative de Ellis. Ouais. Le mec a sa propre salle de bain dans sa boîte. Quoi. C'est le commercial. Hein. Non, c'est plus. Enfin, c'est un commercial, je pense. Ouais, c'est le patron des commerciaux, lui. Ouais, mais quand même, tu vois, il y a toute une scène où justement il fait son commercial. Oui, c'est vrai, il fait le vendeur. Ouais. Oui, c'est un vendeur de tapis, quoi. Ouais, il l'a bien compris, Hans Gruber. Du coup, ils sont à la salle de bain en train de s'engueuler tous les deux. Petite engueulade en mode c'est pas très sympa d'avoir choisi ton nom de jeune fille. Elle lui explique que les Japonais ils ont notre culture et qu'une femme mariée ne travaille pas. C'est une autre époque, hein, quand même. Ouais. Alors. Au Japon, pas trop. Non. Ça n'a pas changé. Ça a un peu du mal à changer côté Japon de ce côté-là. Et du coup, on comprend l'histoire en fait parce que ils étaient ensemble. Elle a eu un poste à Los Angeles. Elle a eu une grosse opportunité à Los Angeles. Il a pas voulu quitter son taf de flic à New York parce qu'en vrai, il y croyait pas trop que sa femme elle allait y arriver. C'est tellement une grosse opportunité que Ellis ait fait le gros lourd au moment où il est avec John et il fait à Holly vas-y monte ta montre. Parce qu'en fait, elle a une Rolex. C'est une Rolex. Ouais, ça, et du coup, le mec, il fait le relou en mode, t'as vu? Elle est riche maintenant, elle a une Rolex, t'as vu? Je sais pas pourquoi il fait ça, il est relou, quoi. Il est coquet. Ouais, c'est ça. Il fait son tête dans la course aux jouets, quoi. Empire, quand même. Empire. C'est le pire. Et donc, à ce moment-là où ils s'engueulent, c'est le moment où on va avoir en parallèle aussi l'arrivée des terroristes. Ouais, alors entre deux, il y a. C'est des terroristes ou des braqueurs? Parce que. Ils les appelaient terroristes là-dedans. Pendant longtemps. C'est un film de braquage. Ce sont juste des braqueurs, on est d'accord. Hein. Après, je pense que c'est dû aussi au contexte. On parlait déjà beaucoup de terrorisme à cette époque-là. Oui. D'ailleurs, on en reviendra dans le film, mais il y a une grosse critique des médias par rapport à ça. Oui, clairement. Ouais. Du coup, John, il est pas très content de comment il a réagi face à Holly. Entre-temps, on voit les camions de terroristes arriver. La musique, elle dit tout à ce moment. Ouais, les camions arrivés, ça fait un peu les méchants. Ils arrivent, les voilà. Et du coup, t'as une grosse mercos qui se poste devant le bâtiment et t'as un camion qui rentre dans le sous-sol du bâtiment. Et quand ils sortent du camion, il y a une scène qui est quand même hyper iconisée où on voit tous les gars sortir et t'as Hans un peu au milieu là. Ouais. Elle est superbe. Ce plan-là, il est magnifique aussi. Il est filmé un peu en contrebas avec les mecs un peu en. Ça fait une espèce de pyramide là. Enfin, ils sont en décalé les uns derrière les autres. Et c'est fou, mais juste avec l'image, tu comprends la hiérarchie du coup des gens parce que t'as Hans bien au milieu, en avant, un peu Carl pas loin. En vrai, c'est bien foutu. Hein. Non, c'est bien fait. Ça présente bien les choses. Tu sens qu'ils sont pas là pour enfiler des perles, quoi. Ouais, ils ont pas le temps de niaiser. Hein.
Entre-temps, t'as Théo et je sais plus qui des méchants qui arrivent dans le hall d'entrée. Théo, il fait genre qu'il parle de football, mais en fait, il frappe le gardien. C'est il le pirate, bute. Théo, on est d'accord. Ouais, c'est le pirate informatique, ouais. Et il frappe le gardien et l'autre le bute. D'ailleurs, je vais en profiter pour le dire tout de suite, mais il y a beaucoup de films où, tu sais, ils auraient pris en otage, puis ils auraient pas tué. Là, il y a plein de fois où ils ont pas le temps de niaiser, ça tire dans le tas, quoi. Et plein de fois, ça m'a surpris, j'ai fait wow. Ah ouais, non mais oui, le film, il est impitoyable sur certains personnages. Ouais. Et du coup, eux, ils savent où ils vont pirater l'électricité, ils piratent les portes, ils savent ce qu'ils font, quoi. Là, les mecs, ils sont renseignés, quoi. En parallèle, t'as Argyle qui est dans le parking, et il a cette phrase qui tue. Il est avec l'ourson à l'arrière, en train de boire du champagne et d'écouter du rap, et il dit « Ah, ça flirte dur dans le garage, mais vous, est-ce que vous en êtes avec votre femme ?» Oui, parce qu'en fait, John l'appelle, mais juste avant de l'appeler, il fait le truc de son voisin de l'avion, avec les pieds nus, tout ça. Ouais, bah c'est ça, ouais. On le voit en train de mettre ses pieds nus sur le tapis là, de la salle de bain. Il appelle Argyle en mode pour savoir s'il est toujours dans le garage, si tout va bien. Et c'est pile à ce moment-là où justement ils vont couper l'électricité. Le téléphone et les communications en fait. Ouais, alors le mec qui trafique l'électricité, je sais pas s'il a un temps, il a un minuteur, parce que l'autre il arrive avec une tronçonneuse et il coupe tout à la tronçonneuse. Hein. Ouais, pas le temps de niaiser. D'ailleurs on l'a pas dit, mais les méchants c'est rare. Ça fait longtemps on en a pas vu, mais ce sont des Allemands. Ah oui, c'est vrai. D'habitude c'est des Russes ou ça vient du Moyen-Orient. Oui, là oui. c'est les Allemands. Bon, pourquoi pas. Oui, pour une fois c'est des Allemands. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des nazis. Non mais en vrai on le vend un peu comme ça dans le film. Oui, un peu comme ça, ouais. Et ouais non, il coupe les communications et c'est encore une fois je me suis dit c'est encore un film où s'il y avait le téléphone portable, il y a plus de scénario. Ouais, non mais oui, mais ça marche que dans les années 80 ce truc. Alors après aujourd'hui ici t'as des mecs qui arrivent avec des brouilleurs et tout de téléphone quoi, mais ouais, on aurait plus de mal à y croire. Là on a plus de facilité à les voir. Moi j'ai pas trop de mal à y croire. S'ils avaient des téléphones portables, les mecs avaient juste des brouilleurs, moi j'y crois. Ouais, c'est quand même plus difficile comme techno, ça fait un peu. Mais oui, pourquoi pas. Ouais, c'est sûr que c'est plus difficile que de couper la tronçonneuse. Bah là, ils sont pas le temps de niaiser, ils coupent tous les câbles, bam, il n'y a plus rien. Et ils lock down le building où justement ils ferment toutes les portes et d'ailleurs on sait pas trop, mais enfin ouais, même ils ferment le garage, ils ferment tout. Ouais, ils ferment tout. Gargyle, il est piégé dans son sous-sol, il ferme vraiment tout. Là, le building devient un gros blocos et t'as les méchants dans l'ascenseur qui sont en train de s'armer. Ils débarquent à la petite fête et coups de mitraillette dans tous les sens. Très scène de The Dark Knight. C'est vrai. Ils arrivent dans la petite fête en tirant partout en mode nous sommes l'événement de la soirée. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Je me suis demandé si ça n'a pas été inspiré d'ailleurs. Ouais. Peut-être. Peut-être que Nolan s'est inspiré de cette scène-là. Hein. Parce que vraiment, limite tu pourrais prendre des plans, je pense, les mettre côte à côte, ça marcherait pareil. Ouais, je pense aussi. Hein. Donc ouais, ça tue. Je me suis dit oh c'est joli, oh c'est bien fait. Du coup, John prend son arme, il est toujours dans la pièce, il est tout seul, donc il entend les femmes crier tout seul. Bah, c'est à ce moment-là, justement, on voit un couple qui est en train de baiser dans un bureau. Ouais, les mecs débarquent, tu vois, ils embarquent le couple à poil, là. T'as les Allemands qui font une réflexion en allemand, genre, ouais, je reste. Et du coup, John, il regarde un peu partout, à travers le petit bout de porte qu'il a réussi à ouvrir. Ouais. Il voit des escaliers. C'est les escaliers de Tchekhov, hein, parce que quand les mecs débarquent dans la pièce, il est déjà plus là, il est déjà dans les cages d'escalier. Ouais, c'est un peu rapide. Ouais, c'est rapide, on le voit pas passer. Mais bon, ça. Allez, pourquoi pas. Moi, je le, voilà. Parce qu'en fait, les méchants, ils ont été distraits par les nichons. Donc on se dit pourquoi pas. En vrai, ça fonctionne. Ouais, et puis il y a beaucoup de monde partout, donc ils sont que 8, je crois. 10 9 je crois. 9. Je crois que c'est 8 ou 9. Et il y a pas mal de monde dans le machin, donc le temps qu'il fouille tout, ouais, John il a pu partir quoi. Et ouais, du coup Hans il arrive et il commence à prendre la prise d'otage, mais avec il y a une classe. Il a un flingue. Il a ce petit discours très classe. Ayant observé la cupidité avec laquelle les dirigeants de Nakatomi veulent régner sur le monde, nous venons pour leur enseigner le vrai usage du pouvoir. Vous en serez les témoins. Alors, où est Monsieur Taka? Joseph Yoshinobu Takagi. Et donc, bon, il cherche Takagi, le patron. Ah oui, il le cherche à travers les otages, en lui énumérant tout son pédigré de tous ses diplômes et tout. Il y a souvent des monologues, Hans, qui sont vraiment... ils sont percutants, ces monologues. Ouais, il y a un charisme naturel, ce mec. Puis tu lui mets un costard comme ça, et puis tu lui fais faire un méchant, et t'y crois. C'est ça. Lui, donc, il montre qu'il connaît Takagi, il sait qui c'est.
Donc au bout d'un moment, Takagi, il dit que c'est moi. Vas-y, prends-moi, je suis là. Et pendant ce temps-là, t'as John qui fait le tour des étages au-dessus et qui trouve un étage où il y a personne. On l'a pas dit justement, mais à un moment, Takagi lui explique que le building est toujours pas fini, que les étages en haut sont toujours pas finis d'être construits. Ouais, il arrive vite dans un étage en construction d'ailleurs. En même temps, il était au 30e, donc... Du coup, t'as Hans qui prend Takagi et il l'emmène dans l'ascenseur. Ils sont dans l'ascenseur, ils parlent... Hein ? Bah ouais, c'est ça, ils vont jusqu'à son bureau, quoi. Ouais, ils vont jusqu'à son bureau, ils parlent costume. Il lui dit, vous avez un costume, je sais plus de quelle marque. C'est un couturier assez célèbre. Ouais, c'est un couturier londonien, je crois. Sûrement. Ouais, je crois que c'est ça. Célèbre, et il lui dit, il paraît qu'il a payé également Arafat. Ok. Pourquoi pas. Et en fait, faut savoir qui est Arafat, d'ailleurs. Oui. Parce que... On voit tout de suite qu'il a un côté un peu culture classiste. D'ailleurs, il ressortira plusieurs fois. Et c'est un peu un prouveur quand même, Hans, sur la culture. Mais ça va bien avec le méchant qui a un ego plus gros que le PIB du Brésil. C'est un gros PIB, ça. Et donc, on va vite avoir le plan dévoilé. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des braqueurs. Ils veulent 640 millions en actions qui sont en fait protégés dans un coffre-fort. Un bon porteur. Alors attention, ça c'est un truc que même moi j'ai jamais connu. Oui, c'est d'ailleurs, quand ils vont réussir à le braquer, ils vont les sortir en papier. Donc, c'est vraiment les actions à l'ancienne où c'était encore du papier. Enfin. Ouais. Et du coup, ils sont dans le penthouse de Takagi, au Nakatomi. Et d'ailleurs, quand ils arrivent dans le penthouse, il y a ce côté plein de petites maquettes partout. Hans, c'est très beau. Ouais. Hans, il dit, oui, moi, quand j'étais petit, j'aimais bien ça. C'était super bien, c'était très minutieux et tout. Tu sens que c'est un mec très minutieux dans ce qu'il fait. J'aime beaucoup d'ailleurs le logo de la boîte. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un samouraï. Oui. Il est trop stylé, le logo. Des fois, il est sur les tables. Et d'ailleurs, il y a tout un soin du détail qui sont apportés au décor quand on est dans ces parties-là du building parce qu'elles sont très japonisantes. Oui. Et c'est très beau. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de goût. Ouais, c'est très, très japonisant comme truc. Moi, j'aime beaucoup aussi. T'as vu l'interface du PC ? C'est de la S400. Ah ouais, non, mais c'est de la S400 qui fait des traits partout. Comme d'hab. Oh, what the fuck, quoi. Vive les années 80 là-dessus. Et donc, il lui demande un code. C'est ça. Sauf qu'il n'a pas le code. C'est ça Et entre-temps, on a notre ami John qui est rentré, qui est au niveau des maquettes, puisque ils sont dans le bureau de Takagi, mais John, il est au niveau des maquettes. Et il se la joue Splinter Cell en rampant partout avec son flingue. Un peu gros, ce moment-là. Je comprends pas ce qu'il fait d'ailleurs, ce qu'il devrait chier dessus. Et là, il vient espionner comme ça, c'est un peu dangereux. Ouais, et puis en fait, il pourrait se faire repérer. C'est ce qui va d'ailleurs lui arriver, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que Takagi, il dit, bon, il faudrait mieux me tuer parce que je connais pas le code. Du coup, c'est ce qu'ils font. Ça m'a étonné. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est des fois où, dans certains films, ce serait pas arrivé. Tu sais, ils auraient fait durer le truc pour, ils l'auraient frappé pour qu'il continue à parler et tout. Ouais, mais là, non, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, mais de toute façon, après, tu vois que il a tout préparé, Hans. D'ailleurs, avant de le tuer, il a cette jolie phrase qui dit, c'est un très joli costume, monsieur Takagi. Ce serait dommage de le salir. Et au moment du coup où il tire, Bruce Willis, John, il se relève et il fait du bruit. Donc les autres sont tous en alerte. Parce qu'il est aussi surpris que nous à ce moment-là, John. Ouais, Takagi s'y attendait pas dans la tête. Ça annonce tout de suite, ils sont pas là pour rigoler. Ouais, c'est ça. Et du coup, il va aller se planquer dans une petite salle pas très loin. On dirait la salle de bain de Takagi, on dirait un peu. C'est très beau aussi encore. Ouais, c'est beau aussi. Et en fait, la porte est fermée à clé. Les méchants arrivent pas à l'ouvrir. Et en fait, il se passe un truc, Hans leur dit quelque chose, je crois, il leur dit, il faut y aller, il faut qu'on se bouge. C'est un peu facile. Du coup, ils se bougent, et c'est un peu simple, c'est un peu le Deus Ex Machina. Dans un monde, il se fait choper, quoi. Ça arrivera 2-3 fois. Oui, ça arrivera 2-3 fois. C'est parce que c'est là d'où vient un peu la réputation de John McClane, qui est, toujours le mec qui arrive à s'en sortir, quoi. Après, par rapport à d'autres films où, tu sais, c'est un peu le seul contre tous, à la John Wick. Oui. Il prend beaucoup dans la gueule aussi. Ah oui, il prend énormément dans la gueule. Et dans les pieds aussi. Voilà, c'est ça ce qu'on l'a pas dit, mais à ce moment-là, il est pieds nus, parce qu'il a pas remis ses chaussures. Et il sera pieds nus tout le long du film. Ouais, c'est un running gag qui va durer, qui est très drôle, en vrai. C'est ça. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est un film qui a quand même beaucoup de tension, de stress et tout, mais qui est contrebalancé des fois avec des passages d'humour assez sympas. D'ailleurs, là, quand il est dans la pièce, là, enfermé, oui. il a la phrase où il se dit Argyle,
dis-moi que tu as entendu les coups de feu et que tu es en train d'appeler la police. Oui. Et là, t'as un plan sur un gars, il est en train de faire la teuf dans sa limo. Ça arrivera plusieurs fois comme ça, tu le vois en train de... Du coup, t'as ce moment ce moment drôle qui désamorce le côté hyper sérieux avant, quoi. Donc ouais, non, je trouve que c'est cool parce que c'est pas un héros invincible. Et les moments aussi qu'il y a d'humour dans le film ne sont pas des moments gratuits qui viennent contrebalancer, enfin tu sais, qui viennent annuler la tension. Ça apporte juste quelque chose en plus. C'est ce genre d'humour que j'adore, donc je suis très friand de ça. Ouais, j'aime bien aussi. J'ai pas rigolé non plus parce que bon, c'est juste tu souris, mais Ça dépend quand moi, il y a des moments où j'ai bien rigolé quand même. ah ouais, pas moi. Ouais. Non, après Quand je vois Argyle, moi. oui, bah, Je voilà. toujours Ouais. mourir de rire. Du coup, on a Théo qui parle des sécurités de coffre. Il y en a 7, dont une qui est électromagnétique. Ouais, j'ai pas compris pourquoi leur demander un code du coup. Bah, en fait, en ayant le code, tu désamorces toutes ces sécurités, en fait. Ah d'accord. C'est surtout ça, en fait. Lui, il dit, si c'est facile, qui donne le code, ou les codes, parce qu'il y en a sûrement plusieurs, parce que D'accord. Takagi, il dit qu'il faudrait appeler Tokyo, tout ça, machin. Storm, vu qu'avec le décalage horaire, c'est la nuit. Voilà. Et en fait, Hans, il est tellement minutieux qu'il a prévu le coup où ça se passe bien. Donc, il a le code, tout se passe bien, ils embarquent, c'est fini, au revoir. Et où tout se passe mal, sauf qu'il a pas prévu un truc dans tout ce qui se passe mal, c'est qu'il y ait John McClane dans le lot. Ouais, forcément. Mais du coup, il a prévu le cas où il n'arriverait pas à ouvrir le coffre. Donc, il a une méga perceuse de la mort, on le verra tout à l'heure. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, t'as John qui va monter un peu vers les étages supérieurs. Ouais, et il s'en veut de pas avoir pu empêcher la mort de Takagi aussi. Bah forcément, c'est un flic. Hein. Oui. Et donc lui, il y a une technique. Il va tenter un move. Il va tenter un move basique, mais intelligent pour le coup. C'est le move de l'alarme incendie. Exactement. Donc il met un peu de fumée en fait à côté d'un détecteur qui balance les sprinklers et il sait très bien que dans ce genre de grands immeubles, dès que l'alarme incendie se met, ça appelle les pompiers automatiquement en fait. C'est ça. Et puis très vite, les pompiers, ils les voient arriver de là où il est. Ouais. Pas de bol, tout le système informatique sait qu'il y a une alarme qui a été déclenchée. Donc eux, ils arrivent à détourner le truc et à dire aux pompiers, bah non, en fait, il y a pas d'alarme, c'est une fausse alerte, il y a pas d'alarme, voilà quoi. On l'a pas dit d'ailleurs, mais le building est sur une place où en fait c'est le seul building aux alentours. Oui, il y a rien autour. Hein. Et il est filmé de manière souvent en contre-plongée, très menaçant et tout. Et du coup, je trouve que c'est super parce qu'il y a beaucoup de plans en fait où le building est un personnage menaçant à chaque fois. C'est le personnage principal du film. Et c'est vraiment bien foutu. Et cette place, elle est superbe. Je sais pas où c'est parce que j'ai aucun souvenir d'avoir vu ce building à Los Angeles. Ça me dit rien du tout. Je pense pas que ce soit connu. C'est très bien choisi. Donc et la musique, à chaque fois qu'il s'est filmé, le building, il y a ce truc un peu lancinant, menaçant. On comprend l'intention. Donc d'ailleurs, il y aura une phrase de Bruce Willis plusieurs fois dans le film. C'est il dit, je remettrai plus jamais les pieds dans un gratte-ciel. Donc honnêtement, c'est là où je me suis dit, c'est vrai que c'est la tour Montparnasse infernale, mais en sérieux. C'est ça, en plus violent. Bah en pas parodique en fait. La tour Montparnasse infernale est une version parodique de Piège de cristal. Mais je savais pas du tout en fait, tu vois. Si. Et moi j'ai fait et du coup ça m'a fait marrer parce qu'il y a plein de fois je me suis dit ah d'accord, c'est une pizza 4 chaussures. C'est ça. Du coup, John, pendant qu'il regarde les pompiers se barrer, il y a un méchant qui arrive par derrière. Bah en fait ils ont compris du coup à quel étage. Ils savent dans quel étage l'alarme a été allumée. D'ailleurs, le premier mec qui arrive, c'est Dahmer, non? C'est l'acteur qui joue Dahmer. C'est vrai qu'on dirait Dahmer, ouais. Mais c'est vraiment lui. Les petites on dirait lunettes, Evan Peters. Les petites lunettes, les cheveux blonds. Et du coup, bah, c'est le premier combat brutal qu'il va y avoir. Ouais, bien brutal déjà. Hein. Il y en aura beaucoup. C'est pas le. Bon, c'est le premier. Il s'en sort en tombant avec lui dans les escaliers, en fait. Il bute dans une chute dans les escaliers. Mais d'abord, il y a une phrase du méchant qui dit Je risque rien avec toi. Ah oui? Pourquoi ça? Je risque rien parce que t'es un flic et que les flics doivent obéir au règlement. Oui. C'est ce que mon chef arrête pas de me répéter. Et ça, c'est vraiment une phrase qui pourrait être sortie de L'Arme Fatale. Exactement. C'est totalement une phrase de L'Arme Fatale, ça. Oui. Donc, on comprend la filiation entre les deux sagas. Ouais. Et donc, quand il crève, il récupère du matos sur lui, notamment un talkie-walkie, une arme de guerre. C'est bien, il a bien looté. Ouais, c'est exactement ça. C'est dans Ark Raiders. Et il y a cette vanne assez drôle parce que forcément, il cherche des chaussures. Ouais. Et les chaussures qu'il voit, il dit Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Ouais, je l'ai noté aussi, celle-là. Je crois que c'est ma réplique préférée du film. Ah ouais? Ça m'a vraiment fait marrer. J'ai trouvé ça. Tu vois, ces petits pics d'humour, tu te dis, c'est pas très réaliste parce que dans une situation comme ça, je pense pas que t'as le calme pour avoir des pics d'humour, surtout en étant tout seul, parce qu'il parle tout seul. Oui. Donc des fois, il y a ce côté un peu Malcolm où tu sais pas à qui il parle. Bon, il se parle à lui-même, hein, mais. Mais ouais, ça fait un peu personnage de sitcom. Oui, carrément. Moi, j'aime beaucoup. Hein.
Mais oui, non, pour le coup, ça fonctionne. Du coup, il va dans l'ascenseur, il appuie sur plusieurs touches et il arrive à bloquer l'ascenseur entre 2 étages. Il sort et il relance l'ascenseur. Et en fait, l'ascenseur arrive au niveau des employés. Mais juste avant, t'as Hans qui arrive et qui annonce à tout le monde que Takagi ne fait plus partie des employés. Oui. C'est une manière de dire que j'aime beaucoup. Il a une façon de dire les choses. Genre là, la réplique qu'il leur dit, c'est « Vous pouvez sortir d'ici sur vos jambes ou sur une civière. » C'est une bonne ambiance. Hein. Grosse ambiance, quoi. Et du coup, John, lui, il envoie le cadavre avec un bonnet de Noël et un message écrit sur son pull. Le message, je sais pas si tu l'as, j'ai oublié. C'est alors attends, j'ai une anecdote là-dessus. C'est ho ho ho, now I have a machine gun. Oui. Du coup, c'est très drôle ce moment-là parce que tu sens qu'il veut faire des blagues, John là. Ouais, il est parti en mode je vais tous vous buter. Et donc ouais, en fait à ce moment-là, John il est au-dessus de l'ascenseur. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, le now I have a machine gun, ho ho ho. Il y a la question, est-ce que c'est une impro ou pas? En fait, cette scène est l'une des plus cultes du film. Avec la mort de, la mort de Hans Gruber, du coup. Oui. Et le moment où il saute du toit aussi. Et selon les rumeurs, le pull avec la phrase aurait été ajouté sur place par un membre de l'équipe. C'était pas prévu, normalement. Ok. Trouvons la pose du cadavre trop normale. Résultat, on a une punchline visuelle géniale qui est restée dans la pop culture à vie. Bah, je connaissais pas la ref, du coup, mais oui, la scène est superbe. Ouais, bah oui. Mais d'ailleurs, tu parles de ref, mais toi qui as regardé, comment ça s'appelle, Brooklyn Nine-Nine. Bah, je savais, ouais, c'est pour ça Maintenant, tu dois avoir toutes les refs de Brooklyn Nine-Nine. Il en parle tout le temps. À ce moment-là, en fait, quand il découvre le cadavre, John, vu que lui est au-dessus de l'ascenseur, il en profite pour récupérer les infos, les noms de tout le monde. Ouais, il les note sur son bras. Ouais. Telle une checklist qui va une to-do list. Ouais, c'est la to-do list du moment, quoi. L'ascenseur remonte à un moment donné. Ouais, et tu as même l'impression qu'il va se faire écraser par l'ascenseur. Ça, c'est ma phobie, hein, ce genre de truc-là. Alors, regarde pas Mission Impossible 1 parce qu'il y a vraiment un mec qui se fait écraser par l'ascenseur. Je sais, c'est pour ça que ça fait partie de mes traumatismes. Je l'ai vu très jeune. Donc, ouais, moi, je l'ai vu à 6 ans, Mission Impossible 1. Alors... John arrive à sortir, il arrive dans un étage en travaux, et là, il y a encore le moment que tard où il passe devant des posters porno et il s'arrête quasiment pour les regarder. Tu sais, en mode, oh, sympa. Ouais, j'aime beaucoup aussi ce moment-là. Et il n'y a pas un moment aussi où il mate. Il va repasser devant, il va dire bonjour mesdames. Oui, il dit ça, mais il n'y a pas un moment aussi dans le film, parce que ça, je l'ai pas récupéré, mais on voit quand même un immeuble en face, et à un moment, on voit une meuf dans l'immeuble en face, et j'ai l'impression qu'il la mate. On la voit pas bien si elle est sexy ou en mode sexy ou pas, mais t'as l'impression qu'il la mate un peu, quoi. Donc oui, tu sens que le mec, il est chaud, quoi. À ce moment-là, vu qu'il a récupéré le talkie-walkie, il va dans les étages supérieurs, et il va utiliser le talkie-walkie pour utiliser une fréquence qui est utilisée par les forces de l'ordre pour pouvoir contacter les flics sans avoir de téléphone. Oui, et juste avant, t'as Holly qui commence à tilter ce qui se passe. Bah, en fait, quand il y a le cadavre et que les méchants ils commencent à flipper, elle se dit « Ah, ça c'est John ». Ouais, en fait, il y en a un qui lui dit Qu'est-ce qui leur arrive? De l'imprévu, on dirait. À ton avis? John. J'aime bien ce moment. Et du coup, John, lui, il va sur le toit pour appeler les flics. Donc, il profite que l'ascenseur soit monté tout en haut pour aller sur le toit. Et il appelle les flics et on arrive dans un espèce de poste de secours où t'as des gens qui disent attention. C'est le call center de 911. Ouais, c'est le call center de 911. Ils disent attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Ah, c'est génial ce moment-là. J'aime bien, moi, je trouve. C'est encore une fois, il a un truc un peu sarcastique, un peu, tu sais, piquant. Oui. Ça fait toujours mouche. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai failli le foutre dans le générique, cette réplique. Ah oui? Mais il y a tout le temps de la musique derrière. Oui, c'est parce que je t'avais filé ma playlist de dialogues cultes. Parce que en fait, à une époque, c'était pas si longtemps que ça, c'était pendant le Covid, on faisait des blind tests avec des potes à distance, et moi j'ai fait un blind test de répliques de films. J'ai essayé je l'ai mis celle-là. de le caler, mais le problème c'est qu'en fait dans le film il y a toujours une musique de fond, un peu, et du coup c'était irrécupérable, donc je pouvais pas inclure ça dans le générique, mais fun fact, j'ai essayé. D'ailleurs, quand je l'ai vu, j'ai fait ah mais ça vient de ce film-là. Bon, les méchants, eux, ils prennent l'ascenseur aussi, ils vont jusqu'au toit parce qu'ils ont compris que le seul moyen d'émettre aussi bien, c'est depuis le toit. Oui. Donc là, c'est parti.
Les méchants sont sur le toit du coup et ils arrivent devant John et ils commencent à le canarder en fait. C'est un peu une fusillade Osef, moi je trouve. Bah, ouais, elle sert un peu à rien à part le fait que John arrive à s'en sortir encore une fois, mais d'une manière assez rocambolesque, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord, mais je la trouve pas excessivement bien filmée. Et enfin, tu vois. C'est filmé dans le noir déjà, c'est compliqué. Ouais, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas la plus mémorable des scènes d'action. Il y a juste un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on a un des persos, Carl, qui essaye à tout prix de le buter, parce qu'on n'a pas dit, c'est que le mec dans l'ascenseur, c'était son frère. Donc il veut se venger de son frère. Ça va être le leitmotiv de tout le personnage, le seul leitmotiv du personnage pendant tout le film. John arrive à re-rentrer dans le bâtiment. Il rentre dans la partie, conduit technique. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est les conduits techniques, aération, tout ça. Et en fait, il arrive à bloquer un hélice d'aération avec son arme. Et il manque de se faire transformer en steak haché au moment où il enlève l'arme. Et en fait, il arrive dans tout ce qui est conduit d'aération pour pouvoir s'évader tranquillement. Ouais, s'échapper. Il cherche une porte de sortie parce que là, ils sont 3 contre lui avec des flingues. Et là, il y a cette scène qui a combiné 2 de mes phobies, notamment le vertige et la claustrophobie. Ouais. Parce qu'en fait, il arrive dans le conduit d'aération principal qui relie tous les autres petits conduits d'aération. C'est ça. Le truc qui fait bien. Il fait la hauteur du bâtiment, quoi. Donc, ouais, angoisse. Et il utilise son arme pour se pendre dans le vide. Il utilise l'arme et la lanière de l'arme pour se pendre dans le vide, ouais. C'est une technique ultra ingénieuse. C'est habile, mais. C'est très dangereux. Ouais, il a confiance, hein. Mais c'est ça où il meurt. Il meurt ou il meurt, hein, dans tous les cas. Oui. Et je trouve l'idée très cool. Ouais, il a des balls quand même de faire ça. Et en fait, la lanière, elle va lâcher. Du coup, il va tomber de quelques étages. Ouais, il arrive ou 2, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais il arrive à se rattraper sur un des conduits. Alors, et il rentre dans le conduit. Ça, je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Moi, je pense que tu finis en bas. Hein. Ouais, avec la vitesse à laquelle tu tombes, tu peux pas te rattraper comme ça. Je pense avec là, pour le coup, il était encore sur le haut de la chute. Ouais, mais donc quand même, tu prends de la vitesse très vite. Hein. Ouais, puis il y a rien pour s'agripper aux mains, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a que dalle. C'est du métal lisse. Donc, donc il y a un monde où tu finis comme une crêpe en bas. Hein. C'est tout. Mais bon, c'est le cinéma, c'est la magie du cinéma. C'est John McClane, il s'en sort tout le temps, surtout. Et du coup, là, on combine ma deuxième phobie, c'est la claustrophobie, parce qu'il arrive dans un petit conduit d'aération microscopique, quoi. Ouais. Et il a ce plan iconique où il a ce plan très resserré sur sa tête. Il se contorsionne pour récupérer le zippo. Et là, il l'allume. Et on a vraiment ce plan iconique du film de la lumière du zippo sur le visage de Bruce Willis. C'est un beau plan, ça. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Et il a cette réplique qu'on connaît tous qui dit Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. D'ailleurs, c'est à cause de cette lumière de briquet qu'il allume que les mecs, ils voient qu'il est dans un des tuyaux d'aération. Ah, c'est à cause de ça? Mais j'ai pas fait gaffe, ça. Si, parce qu'en fait, il allume son briquet, du coup, les mecs au-dessus, ils voient qu'il y a un des tuyaux qui est éclairé. D'accord. Moi, j'ai pas fait gaffe à ça. Je pensais qu'ils avaient entendu le bruit où il s'était rattrapé, où il était monté dedans, et du coup, ils arrivaient à cet étage-là pour tirer dessus. De tout, je pense, mais c'est surtout, ils arrivent à savoir l'étage grâce à ça, parce qu'ils voient la lumière dans le conduit, ils se disent, ok, il est là. Ouais, d'accord. Et du coup, il y a les méchants qui sont prêts à tirer partout. Donc, ils tirent au moindre bruit, ils tirent dans les conduits. Ça fait des trous partout, hein, c'est un gruyère, le truc. Et Carl n'hésite pas, mais il n'arrive pas à toucher John. Et la police arrive. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'entre-temps, on a un point de vue sur notre ami Powell qui achète beaucoup de bouffe. Des Twinkies. Des Twinkies, ouais. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Je sais pas, j'en ai jamais mangé. C'est du sucre. Ouais. Ouais, ça doit être dégueulasse. Du sucre pur, quoi. Il y a même, il se fait juger par le vendeur. Et il dit, oui, mais j'ai une femme enceinte. Ce qui est vrai, il a une femme enceinte. Mais je pense que c'est pour lui, surtout. Moi, j'ai envie de dire, c'est lui qui... Carton rouge. Gros carton rouge. Et du coup, il se fait appeler, il va aller vérifier au building. En parallèle, du coup, t'as John qui est coincé dans un tuyau, dans le tuyau d'aération. Et t'as les Allemands qui arrivent avec cette scène un peu stressante où ils tirent sur le tuyau. Ouais. Et il passe à 2 doigts de se faire transformer en gruyère, en vrai. Ouais. Et t'as cet Allemand, c'est Karl, je crois, qui utilise le canon de son flingue pour appuyer sur le tuyau. Ouais. Et vérifier si le métal il se plie bien, donc s'il n'y a pas quelque chose dedans. Et c'est juste à côté de lui. Ouais, il avance tout petit à petit. Et là, c'est dommage parce que c'est encore un ex machina, mais genre arrivé juste devant lui.
t'as Hans qui appelle et qui dit oui, il y a les flics qui arrivent, il faut descendre. Faut aller le descendre, il faut descendre pour déjà il y en a un qui s'occupait de l'accueil qui est avec eux, pour que celui qui s'occupe de l'accueil il reste à l'accueil, il fasse bien son taf, et si jamais ça se passe mal, qu'il puisse buter le flic quoi en gros. Donc il y a encore une fois sauvé in extremis, c'est un peu facile. C'est très facile, mais bon. C'est John McClane. C'est con parce que la tension elle marchait super cette scène. Tu vois, il y avait oui, ça marchait super bien. Mais tu sais, on dit toujours John McClane, c'est toujours le mec qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Mais en même temps, il a le cul bordé de nouilles parce qu'à chaque fois... ouais, il s'en sort. il s'en sort de ouf, quoi. Il va, lui, voir à la fenêtre que les flics arrivent. Et il a cette phrase, quand il voit le flic arriver, que j'aime beaucoup, qui dit... Qui est au volant? Stevie Wonder? Parce que le flic roule, mais hyper lentement, quoi. Il est à genre 10 à l'heure ou 20 à l'heure devant le machin. Et il a pas l'air pressé. Du coup, John, il est un peu impatient à ce moment-là. Donc le flic arrive, il fait le tour du rond-point, il arrive dans l'immeuble, il parle au gardien qui en fait est un terroriste, mais il fait style qu'il s'intéresse au match et tout. Il la joue un peu relax en mode non, mais l'ordi il arrête pas de bugger, c'est pour ça qu'on vous a appelé. Bon, je vois pas le rapport, mais pourquoi pas. Le flic il arrive, il se balade dans le bâtiment, il était à 2 doigts de tomber sur un des gars avec un fusil d'assaut. Et au dernier moment, il se retourne, il dit bon, qu'est-ce que je fous là en fait, moi je m'en vais. Y a rien ouais, ici. et ça a l'air calme et tout, donc il se barre. En parallèle, t'as John qui est descendu dans le bureau de Takagi une nouvelle fois. Il pète. Il essaye déjà de péter une vitre avec une chaise, mais du coup, il se fait repérer. Oui, forcément. Parce que il y a des mecs sur le toit qui le voient péter la vitre. Lui, le flic, du coup, il retourne dans sa voiture tout doucement. En fait, c'est en montage alterné. Tout. Ouais, c'est en montage alterné. Et en fait, entre-temps, ça marche super bien parce qu'entre-temps, t'as l'action qui arrive côté de John, puisqu'il y a des mecs qui rentrent dans la pièce et qui lui tirent dessus à fond, quoi. Enfin, il le canarde. D'ailleurs, là, il va se réfugier sous les tables. C'est ça, on est sur une fusillade bien sale en plus. Là, pour le coup, par rapport à celle du toit, celle-là, elle tue. Ouais, parce que, en fait, il y a un premier mec qui arrive. Et il y a un deuxième mec qui arrive et quand John commence à tirer, le premier se couche et ça tue le deuxième. Lui, il s'est pas vu mourir, lui. Et c'est une fin de tournage, on sait pas, ouais, pas son nom. Et du coup, John en profite pour se glisser sur les tables. Donc t'as des tables en espèce de Z, là. Tu sais, ça fait un peu comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, le mec monte sur les tables et commence à tirer à travers les tables pour le buter. Et bon, d'ailleurs, il y a un plan qui est filmé dessus, qu'on voit bien John, donc c'est facile de le voir. Ouais. Dire, ouais, gros. Tu sais pas viser, quoi. C'est un stormtrooper, le mec, quoi. Un peu, quand même. Et il y a cette phrase où il lui dit à un moment... La prochaine fois que t'auras l'occasion de tuer un mec, n'hésite pas. Merci beaucoup du conseil. Et à ce moment-là, en fait, John est juste en dessous de lui. Et il dit, merci du conseil. Et là, il lui latte les couilles en 9 mm. Ouais, le mec, il se fait cribler de balles, quoi. Ouais, il lui envoie. Mais alors, il y a un truc que je comprends pas parce que déjà, la brutalité, elle est sèche, elle est cool, j'aime bien. Mais il y a un truc que je capte pas parce qu'il tire. Bon, que John il tire 9 mm, que personne n'entend, d'accord, mais eux ils tirent avec des armes de guerre. Même si c'est 15 étages au-dessus, dans le silence de la tour, je pense que t'entends les coups de feu. Ouais, je pense aussi. Hein. Donc je comprends pas pourquoi le flic n'entend pas les coups de feu. C'est un peu. Mais il y a plein de passages comme ça où je me suis dit, il y a des coups de feu. Par exemple. Tu vois, le flic, il est pas très loin quand il achète sa bouffe, là, il est pas très loin du Nakatomi Plaza. Il sort dehors et il regarde le Nakatomi Plaza, mais je suis désolé, les autres sont en train de se faire une méga fusillade sur le toit. T'entends ça à 4 km. Tu vois les flashs de lumière aussi. Bah, même pas les flashs, t'entends les bruits. Juste les bruits, en fait. Ça fait comme des pétards, en fait. C'est quand ça tire, donc, enfin, ouais, t'imagines. Oui, je suis d'accord. Et là, ils n'ont pas des silencieux en plus, donc. Mais même si c'est un silencieux, c'est pas comme dans les jeux vidéo. Non, les silencieux, c'est pas vraiment des silencieux. Ouais. Mais ça atténue le bruit quand même, quoi. Ouais, mais ça reste des armes de guerre, quoi. Donc, ouais, c'est un peu gros. Le flic, il retourne à sa voiture. Ouais, il repart brocouille. Il fallait la caler maintenant. C'est moi qui l'a dit, ce coup-là. Il prend sa radio. D'ailleurs, c'est la première fois que tu l'as dit, je crois. Ouais. C'est le dernier épisode de la saison. Et donc. Et John, il recommence avec sa chaise. Bah, en parallèle, t'as le flic qui lui dit à la radio on s'est foutu de votre gueule, il y a rien dans la tour. Et comme tu dis, bah, John reprend sa chaise, il défonce la vitre et il envoie notre copain qui l'a buté là avec sa chaîne en or autour du cou. Je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié. Je sais pas, j'ai oublié le nom. C'était Marco, je crois. Marco, t'as raison, c'est ça. Ouais. Il envoie Marco sur le pare-brise de la bagnole. Et là, ça part en sucette.
Là, c'est très cool. Là, ça part en sucette. Les mecs fêtent les vitres, ils commencent à tirer à fond sur la bagnole du flic. Lui, il part en arrière et il finit dans un espèce de fossé, là, en mode accident. Et là, en fait, il appelle tout le monde en disant à ce coup-là, il y a un problème. Je viens de me faire canarder. Finalement, on sait pas faire venir faut faire venir la cavalerie, quoi. Donc là, le Nakatomi Plaza, il va vite être entouré de flics. Ils arrivent très vite, hein. Ouais, ils arrivent très très vite. Hein. C'est vraiment les flics de Cyberpunk. C'est ça. Mais pas de souci, Hans, il a tout prévu, t'inquiète pas, c'est le génie du plan. Son Toki se met en marche et c'est John au bout du fil. Cette discussion, elle est incroyable. Ouais, je pense que c'est le meilleur dialogue du film, je pense. C'est possible, il y a une joute verbale qui est très agréable, je trouve. Ouais. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il sort le fameux Yippee-ki-yay, pauvre con. Hans suppose qu'il est le mystérieux invité surprise et il dit qu'il est le gardien de sécurité. Sauf que John lui fait Désolé Hans, vous avez perdu. Il y a erreur sur la personne. Mais vous avez droit à une deuxième chance. Tout le long de la discussion, il a ses petits mimiques Bruce Willis et le doubleur de Bruce Willis est exceptionnel dans ce moment-là. C'est vrai que la VF m'a pas dérangé une seule fois. Même non, la VF, elle est exceptionnelle. Même celui d'Alan Rickman, il est superbe, en vrai. Il y a cette petite joute verbale qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai une tonne de répliques à ce moment-là. Oui, ça. Et donc, d'ailleurs, il y a un moment parce qu'en fait, il a récupéré sur Marco des explosifs du C4 et des détonateurs. Ça va servir plus tard. Et il y a cette phrase que j'adore qui dit Ils ont des missiles, des armes automatiques et assez d'explosifs pour envoyer Schwarzenegger sur orbite. Une autre histoire aussi, un autre truc aussi sur la petite joute verbale, il y a une grosse critique parce que, comme Hans est allemand, il y a une grosse critique de la culture américaine parce que il dit toujours vous voulez jouer les héros à chaque fois, etc. Ouais, le cowboy, et il dit Qui êtes-vous? Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant? Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon? Bonne ambiance. Comme quoi, le mec est pas vraiment friand des Américains, quoi. Non, en même temps, c'est un Allemand, ils aiment rien. À part eux-mêmes. Ich bin nicht freit. D'ailleurs, je sais pas si toi c'était la même, mais moi, quand il se parlait en allemand, il n'y avait pas de sous-titres. Non, il n'y a pas de sous-titres. Non, dans la vraie version, il n'y a aucun sous-titre. D'accord. C'est volontairement pour... C'est volontaire, en fait, John, il comprend pas, donc toi non plus. D'accord. Moi, j'ai juste compris Schnell, à un moment, j'ai fait... Ouais, à un moment, il dit Schnell. Lui, il le dit souvent, même Schnell. Et puis, on va passer très vite sur les journalistes qui veulent l'exclure du truc. Oui. Et moi, je suis désolé, mais là, on va arriver dans la méga critique du film sur les journalistes, sur les chaînes de journaux en continu aussi. Oh, c'est BFM, quoi. Ouais, c'est BFM version années 80. Moi, je les appelle les journalopes. Ça marche bien. Ouais, voilà, c'était dans mes notes. Oui, ils sont hyper détestables. On verra à la fin. Il y a une scène qui est horrible à la fin, je trouve. Ouais, puis même, ils ont une compétition entre les deux, parce que tu vois, un des journalistes, on le voit, il essaye de réquisitionner une voiture et on veut pas lui la laisser. Ouais. Parce que lui, il sent l'affaire, le truc, tu vois. Ouais. Et ça va revenir plusieurs fois. Et ouais, c'est un peu de la merde quand même. Et du coup, après cette partie-là, on a Powell qui prend contact avec John. Mm-hmm. Et du coup, John, lui, il lui demande de l'appeler Roy parce qu'il veut pas dire qu'il est flic et tout. Il veut pas que... Il a peur de mettre en danger sa femme, forcément. C'est ça. Il veut pas que les méchants sachent. Là, il y a son patron qui arrive, à Powell aussi. Moi, le patron, c'est un gros cliché quand même. Bah, alors, moi, je trouve que c'est un peu ça. On arrive dans le ventre mou un peu du film. Je trouve ce passage-là. Ça va être un peu long, je trouve, honnêtement. Il y a des trucs qui sont sympas, mais globalement, ouais, c'est rempli de clichés quand même. Et l'action redescend un peu à ce moment-là. La tension aussi. Que vu que la cavalerie arrive, que John va commencer à aller se cacher un peu et puis juste parler au Toki, bah, il se passe plus grand-chose en fait, quoi. Ouais, en fait, c'est là où t'instaures une relation avec Powell, en fait. Ouais, bien sûr. C'est là, en fait, le problème, c'est que personne veut le croire, John, à ce moment-là, parce qu'en fait, il est pris pour un des méchants. En soi, l'idée du chef de police, c'est pas débile. Non, elle est pas débile du tout. Pourquoi pas, hein. Ça pourrait mais l'instinct de Powell, il est bon, en fait. Il a un très bon instinct. Non, mais ça, c'est le ex machina des flics dans les films. C'est leur instinct. C'est ça, ouais. C'est Demolition Man. Entre-temps, on a Holly qui, elle, arrive dans le bureau de Hans pour faire une requête. Je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle a été élue représentante des otages. Parce que le chef est mort. Non, mais c'est même pas ça, c'est que elle dit, j'ai été élue représentante des otages, puis il dit, bah, qui vous a élu? Elle dit, bah, vous.
à Hans. C'est Hans qui l'a choisi. C'est ça. Donc elle veut emmener une femme enceinte dans un canapé et du coup il lui dit bah vous aurez un canapé avec les autres otages, ça vous va? Elle dit ok, mais on veut le droit d'aller aux toilettes aussi. C'est dommage ça parce que ça ils auraient pu s'en servir. Je pensais que ça allait être le toilette de Tchekhov. Ouais, moi aussi. Et en fait non. Après ça aurait été un peu classique, genre la personne qui va aux toilettes, le mec qui se fait buter. Ça a été vu 1000 fois aussi. Oui, ça a été vu 12 000 fois donc. Non, pour le coup, je pensais que ils allaient s'en servir, mais ça a été une surprise. Même une bonne surprise qu'ils s'en servent pas, parce que ça aurait été trop classique. Bah ouais, mais ça aurait pu permettre à la femme de John de faire quelque chose. Mais là, elle ne fait rien, jamais. Oui, ça lui donne pas un moment où elle peut avoir de l'action et être même l'héroïne du truc. Une action, un truc à faire, quoi. Ouais. Mais en fait, elle fait jamais rien. En parlant de personnes qui auraient dû rien faire à ce moment-là, on a notre retour du génie cocaïnomane. Oui. Ellis qui se tape des rails en pleine... discretos pendant la prise d'otage. Oui, non, mais alors lui, c'est vraiment l'idiot imbu de lui-même par excellence. Mais avant qu'il se passe ça, c'est surtout qu'il va se passer que les flics vont mettre des projecteurs sur l'immeuble. Ah oui, c'est vrai. T'as oublié ça, c'est une grosse scène parce que c'est une grosse scène d'action. Ils mettent des projecteurs sur l'immeuble et du coup, ça déclenche une méga fusillade sur tout le truc. Enfin, sur tous les flics qui font le tour du building. Et c'est vrai que c'est incroyable ce moment-là. C'est vrai. Ah bah oui. Et du coup, John, lui, comprend que le chef, il envoie des flics pour rentrer à l'intérieur. Ouais. Il sait que c'est ils allument juste les projos, ils rentrent pas à l'intérieur. Ça, c'est quand le FBI arrive qu'ils vont rentrer à l'intérieur. Non, parce que justement, ils allument les projos pour que les gars y rentrent. Oui, c'est vrai. C'est leur technique. C'est vrai. Et du coup, ils vont finalement envoyer un commando, en vrai. Ils sont un commando. 5 gars. Et au bout d'un moment, ils vont carrément envoyer les blindés, en fait. Oui, ouais, ça va venir après ça, encore. Parce que d'abord, c'est les gars qui viennent à ce moment-là. John, lui, comprend, donc c'est lui qui tire sur les projos, non? Ou c'est les terroristes? Non, c'est les terroristes qui tirent sur les projos. Et t'as Hans, il a tout prévu, de toute façon. Il sait qu'il va y avoir des projos, il sait qu'il va y avoir un blindé, et du coup... Ouais, puis lui, son but, c'est de faire venir le FBI. Donc, il faut continuer là-dedans. Donc, en fait, il pète les projos, il commence à tirer sur les petits commandos de 4-5 personnes qui essayaient de rentrer dans la tour. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, John, alors je comprends pas pourquoi, juste pour tuer les terroristes, en fait, c'est ça? Bah, il va du coup récupérer le C4 qu'il y avait. Ouais, alors lui, l'ordinateur. Ouais, il prend le C4, il va pas le récupérer, il l'a sur lui, il l'a dans un sac. Et pendant que les mecs attaquent, donc encerclent l'immeuble, le building, t'as Théo qui lui est aux commandes avec les caméras, qui donne les indications à tout le monde pour où tirer, quoi, pour dire où tirer. Donc John, lui, il pète un steak, il ouvre la cage d'ascenseur et il lâche les explosifs pour tout faire péter. Mais avant, t'as les flics qui sont venus avec un blindé. Et les mecs, les Allemands, ils ont tout prévu aussi. Ils ont des putains de missiles, quoi. Ils ont des lance-roquettes. Ils ont des lance-roquettes de l'enfer. Ils sont obligés de le sceller au sol, le bordel. Donc ils pètent une fenêtre. Ils attendent que le blindé arrive juste en bas. D'ailleurs, ce con de blindé se bloque sur les escaliers. Je sais pas si tu vois. J'avais pas fait attention. Il est complètement bloqué. Tu sens qu'il monte sur les escaliers en mode ouais, je suis un bourrin. Puis en fait, il reste bloqué et ils se font canarder à coups de roquettes dans la gueule. Et du coup, c'est là que John prend son C4, l'accroche à un ordi, le balance dans la cage d'escalier et il fait exploser tout le bordel. En vrai, c'est un peu dangereux de faire ça parce qu'imagine la tour, elle s'effondre. Ah ouais, mais il s'est dit c'est le seul moyen de sauver les flics qui sont dessous. Mais en même temps, il aurait tout le monde après. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je trouvais ça un peu inconscient pour le coup. Ouais. Alors après, normalement, il met pas une grosse charge de C4, mais vu l'explosion après, tu te dis ouais, quand même. Waouh, ça fait des sacrés dégâts. Quand Donc même. il bute 2 terroristes de plus aussi au passage. Ouais, il bute 2 terroristes au passage et t'as les terroristes qui font oh bah dis donc, c'est bizarre, les flics ils ont vachement de moyens. Et t'as Hans qui dit non, crétin, c'est pas la police, c'est le cow-boy. Donc ouais, on en arrive juste après cette scène où justement t'as Ellis qui décide de prendre les choses en main. Ouais, il se prend un petit rail de coke avant à côté de Holly. Hein. Ouais, il se prend des petites nichettes quoi. Et juste avant, t'as l'adjoint qui dit à John qu'il veut pas de son aide, l'adjoint flic. Et John, il lui sort une réplique, il le remballe. D'accord, je vois ce que c'est. Bah j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Dwayne. Vu d'où je suis, t'es responsable d'un beau merdier. Je ne voudrais pas être à votre place le jour où je vous Tu aurai. préfères la tienne? C'est pas de ma gueule à moi que le pays tout entier s'est foutu en la voyant à la télé. Écoute-moi bien, pauvre type, tu régleras pas le problème parce que c'est toi le problème, alors fais-toi oublier et repasse-moi mon copain. Ouais, c'est l'arme fatale. Ouais, c'est ça, c'est ferme ta gueule, laisse-moi faire. À ce moment-là, du coup, t'as... Ellis
qui est le commercial qui pense qu'il va tout sauver, cet abruti. Bah, il pense qu'avec un peu de négociation, tout va fonctionner. Ouais, il essaye de négocier du coup avec Hans en mode en fait je le connais, le gars qui vous emmerde, je vais essayer de le raisonner, donnez-moi le talkie-walkie et puis on en parle plus quoi. Ouais, et d'ailleurs il se fait passer pour un pote de John. Alors c'est assez cool parce qu'il y a tout un moment de tension où on pense en fait qu'il s'est fait balancer, qu'il a expliqué que John c'était le mari de Holly, d'ailleurs lui il en flippe aussi à ce moment-là. Heureusement, il est assez intelligent pour pas faire ça. Oui. Il joue tout le long avec ça, nous faire croire qu'il va se faire découvrir et tout, donc c'est pas mal pour le coup. Et par contre, t'as Hans, il est pas du tout réceptif au truc. D'ailleurs, il se fout vraiment de sa gueule à un moment donné. Oui, mais en même temps, c'est un abruti. Hein. Et on repasse sur John et Powell qui eux, ils discutent aussi entre eux et ils entendent que Ellis essaye de négocier. Et en fait, Ellis, en fait, il sait pas négocier. Du coup, il se prend une balle dans la tête. Bah en fait non, John refuse de faire descendre, ouais c'est ça ce que Ellis lui demande. Mais il lui dit qu'il va mourir de toute façon, il sait ce qui va se passer, John. Que ça sert à rien ce qu'il est en train de faire. Donc et forcément Ellis lui il est hyper confiant, il a ce sourire narquois à ce moment-là. Bah il est c'est un abruti, c'est tout. Ah oui, c'est un con. Et donc il se fait tirer dessus, balle dans la tête, hein, pareil. Et il y a le move assez intelligent de Hans à ce moment-là, c'est qu'il se lève, il prend le talkie-walkie et il fait écouter les gens qui hurlent du coup. Ouais. Et il a cette phrase assez cool qui dit je finirais bien par tomber sur quelqu'un qui compte pour vous. Donc je continue à buter des gens en gros si vous m'apportez pas les détonateurs parce que fun fact, en fait s'ils ont pas les détonateurs, le plan qu'ils ont il tombe à l'eau. Ouais, parce qu'en fait d'un moment quand ils arrivent, ils mettent plein de câbles partout au niveau du toit, mais ça sent les explosifs au niveau du toit. Et du coup ça servira plus tard cette partie-là. Ouais, dès le début on les avait vu faire ça de toute façon. Du coup, t'as John et Powell qui parlent de leurs enfants. C'est la petite discussion un peu pour créer du lien encore entre les deux. Oui, c'est un peu cliché, un peu gros. Pourquoi pas? Allez. Ouais, bon, voilà. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il va nous raconter son histoire. D'ailleurs, il me semble son arc de rédemption à l'OL parce qu'en gros, c'est un flic de bureau. Il a arrêté d'être sur le terrain parce qu'il a tué un gamin de 13 ans. Qui avait un pistolet à eau et il lui a tiré dessus. Pour un vrai pistolet. Alors, on pourra en rire de cette histoire. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent vraiment aux États-Unis. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Parce que tu vois, nous, en tant qu'Européens, tu t'entends cette histoire, tu te dis mais c'est ridicule. Oui. Sauf que en fait, ça arrive souvent aux États-Unis. C'est même arrivé avec un iPad. Un gamin de 9-10 ans, je crois, qui avait un iPad. Et le mec a cru que c'était une arme, il a tiré dessus. Quoi. Comment il a confondu un iPad avec une arme? Je sais pas. Il est débile, le mec. C'est c'est le cliché. Hein. On sent que c'est pas raconté pour rien et que ça va être un axe du film. C'est un peu au forceps, je trouve. Ouais. Oui, non mais... Bon, après, je trouve que ça marche bien, la relation, elle est belle, je trouve. Non, la relation est bien, elle est belle, elle est belle. Mais c'est l'axe personnel de Lowell que je trouve un peu inutile. En fait, il a un vrai propos politique en disant qu'il a été mis au rebut parce qu'il a buté un gamin. En fait... ça a un vrai propos sur le fait que les flics là-bas, ils tirent à vue, sans regarder vraiment, et en fait, ils subissent les conséquences après. Donc, on leur apprend à tirer à vue, en fait. Non, mais pourquoi pas, mais après, il y a des gros débiles qui tirent vraiment à vue, ils en ont rien à foutre. Hein, mais... Ouais, mais c'est sûr. Non, mais pourquoi pas, mais je trouve ça un peu en trop, honnêtement. Enfin, tu vois, c'est pas assez bien traité, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est trop rapide, enfin, tu vois. Bon, c'est survolé. C'est la partie où je me suis dit, le film, il reprend quand? Et il reprend maintenant, justement. Après, t'as Hans qui demande à Théo s'il en a encore pour longtemps avec le coffre. Et il lui dit à Théo, c'est Noël, Théo. C'est l'époque des miracles. J'aime bien ce moment. Pourquoi pas? Et du coup, t'as encore John et Powell qui rediscutent ensemble, toujours. C'est cette alternance à ce moment-là qui est un peu ventre mou, comme tu dis. Et on a une belle critique des médias sur les terroristes, où ils mettent les terroristes à toutes les sauces. Donc là, c'est BFM. Oui. Il y a eu un mec qui est mort, donc du coup... il y a eu un mec qui est mort. Il y a eu une attaque dans une tour, et du coup, ils passent en boucle sur les experts, les soi-disant experts de la télé, qui vont passer. Et à un moment, ils parlent du syndrome d'Helsinki.
C'est le syndrome de Stockholm, normalement, on est d'accord. J'ai bugué, je croyais que je le connaissais pas. Non, c'est le syndrome. Ils parlent du syndrome d'Helsinki parce que leur expert, il est nul à chier. Ok. C'est surtout ça qu'ils veulent dire, en fait. Moi, tu vois, tellement je me suis. C'est des charlatans. C'est peut-être moi qui connais pas quelque chose, tu vois, parce que je suis en mode, c'est le syndrome de Stockholm. Non, mais t'as pas. À ce moment-là, il dit même le syndrome d'Helsinki en Suède. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu sens que le mec, il est complètement con, quoi. J'avais même pas relevé. Donc, belle critique des médias qui est, je pense, toujours d'actualité. Bah, ça tombe bien avec ce qui s'est passé hier à Sydney, donc à mon avis, ça doit être un peu l'ambiance là en ce moment sur les chaînes d'actualité. Hein. Ça doit être ça, ouais. Je sais pas, je regarde pas. Donc... Moi non. Du coup, on va vite passer sur la scène que tu disais tout à l'heure où Hans va se faire passer pour un otage. Je sais plus comment ça arrive. Hans va voir les comment dire. Bah en fait, il s'est mis à se balader dans les coins cachés de l'immeuble là, et il veut aller voir les charges explosives et il suit les câbles donc que les mecs ont installés. Il tombe nez à nez avec John. Donc il pose à un moment son flingue et sa lampe torche. Il va dans un. En fait, il passe derrière un espèce de bloc pour voir les câbles des explosifs. Et là, il y a John qui est là. Donc il tombe et il se trouve nez à pied puisqu'il est devant les pieds de John à ce moment-là. Et là, t'as cette scène un peu improvisée puisque du coup, il n'y avait pas de ligne de dialogue comme je le disais tout à l'heure. Où ils doivent jouer mal. Enfin, il doit jouer un mec qui joue mal. Ouais, voilà. Il doit jouer un otage, quoi. Il y a toute cette scène un peu de tension où John il récupère Hans, il lui propose une clope, ils fument une clope ensemble. Ouais. Il y a un truc un peu bizarrement. T'as l'impression que John le croit quand même au début. Hein. Il y a un doute. Mais au début, quand il l'emmène avec lui et qu'il lui file une clope, je fais il a l'air de le croire. Et en fait, quand il lui demande son prénom, tu vois Hans qui regarde un peu les murs et il improvise un prénom avec de ce qu'il trouve sur les murs. Et là, je pense que c'est là que John tilt. Vraiment, il avait un doute, mais là, il tilte vraiment. Je comprends pas qu'il ne reconnaît pas sa voix. Bah, c'est ça que je me suis dit. Après, je me suis dit, peut-être que la voix est déformée dans le talkie-walkie, on sait pas trop. Non, parce qu'on entendait pareil. Ouais, bah, nous, oui, parce que c'est dans un film. Il y a plusieurs plans mais... où on voit John qui écoute le talkie. Oui. Plusieurs fois, à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, tu reconnais la voix. Ouais, bah oui, carrément. Ouais. Et en fait, il lui donne un flingue. Alors, c'est la technique classique du flingue sans balle, forcément. Oui. C'est cliché et revu, mais ça fonctionne toujours. C'est ça. En fait, Hans le met en joue et quand il tire, bah, y a rien qui se passe, quoi. Ouais, forcément. Donc, en parallèle, juste avant qu'il tire, il avait son talkie-walkie, Hans, donc il a dit en allemand au mec de venir à tel étage. Ouais. Bon, on le devine parce qu'il dit quelque chose en allemand, donc voilà. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, t'as la cavalerie qui débarque. Et là, il y a une grosse scène de fusillade un peu osef aussi, je trouve. La seule chose que je trouve assez cool, c'est qu'il a remarqué que John était pieds nus. Du coup, il tire sur le verre. Ouais, et il y a une réplique avant, quand ils sont que tous les deux, quand il regarde ses pieds nus, il y a John qui lui dit « Ouais, c'est moins embêtant que de perdre son froc, hein. » Alors, du coup, j'aime bien ce truc un peu sadique de... tirer sur le verre. Il tire sur le verre et ça va lui péter la plante des pieds, enfin ça va lui couper la plante des pieds. Ouais. Le problème, c'est qu'on a ce truc d'ex machina où ils font ça, et je sais pas pourquoi ils arrêtent de le pourchasser. Ah ouais, mais ça j'ai zappé. Pourquoi ils arrêtent, je sais pas pourquoi. C'est même pas expliqué, hein, quasiment. Genre, bon, non, ils ont mieux à faire, donc ils vont faire autre chose. Bah, en fait, j'ai l'impression que Hans, il se dit, c'est pas grave, ça va lui niquer les pieds, au pire, il y aura du sang partout, on va alors vite le retrouver. Ouais, enfin, quand même, ils sont à deux doigts de le tuer, enfin, tu vois. Mais c'est vrai que c'est Hans qui lui dit, on se casse. On a des trucs à faire, il faut. Bon. Oui, il retrouve les détonateurs. Ouais, bah oui. Il récupère les détonateurs et du coup, il se casse, il dit, c'est bon, j'ai ce que je veux. Ouais, enfin bon, il y a quand même le gars il pourrait le buter. Parce que c'est un emmerdeur, c'est ce qu'il dit quand ils ont leur joute verbale tout à l'heure, plutôt, et il lui demande qui êtes-vous? Et John, il lui répond je suis un emmerdeur, une mouche dans le lait, tu sais. Et du coup, on comprend vraiment pas pourquoi il le laisse en vie. Encore une fois, je trouve que parce que tu sens qu'il va casser les couilles après. De toute façon, le plan, il va pas bien se dérouler avec lui dans les pattes. Bah ouais, et puis en plus là, il est blessé. Enfin, c'est le moment de le tuer. Mais bon, encore une fois, il s'en sort. Par contre, ce que je trouve cool, c'est que il est vraiment blessé. Et là, tu souffres avec lui. Ouais, parce qu'il a mal au pied. Hein. Ah, ça fait mal. Hein. Ouais. Aïe. Tu vois tout le sang qui coule partout. Il galère à marcher. Il retire son Marcel en se lavant les pieds et en se bandant. En fait, en utilisant son Marcel pour faire un... Son Marcel sale pour faire des bandes. Ouais, exactement. Ouais, au début, il était blanc, le Marcel. Ouais, là, il est dégueulasse. Il est rempli de sang partout. Ouais. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Powell, il va raconter son histoire de flic meurtri. Ouais, c'est là, ouais. C'est à ce moment-là. C'est ça. Donc tu vois, ça arrive vraiment vers la fin, je trouve. Ouais. Entre-temps, on a
le FBI qui arrive aussi, le vrai FBI, les hommes en noir, ils s'appellent Johnson et Johnson, c'est un peu Dupont et Dupont, quoi. Cliché. L'agent spécial Johnson. Et t'as aussi l'histoire avec les journalistes qui continuent, puisque les journalistes ont réussi à récupérer l'adresse de Holly. Et ça pue. Mais alors, à ce moment-là, c'est là que je comprends pas, c'est comment ils ont deviné qui est... parce qu'ils... Attends, comment ils savent que c'est Holly? Je sais plus. Ouais, j'ai un doute. En fait, je sais qu'ils arrivent à récupérer l'adresse, mais je me rappelle plus ce qu'ils se disent à ce moment-là. Je pense qu'ils ont le listing des personnes, en fait. Ouais, mais pourquoi ils vont chez Holly particulièrement? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Ah bah, j'en sais rien non plus. Je crois qu'ils ont compris les flics, les journalistes, parce qu'ils ont des infos, ils savent qu'il y en a un qui est flic à New York, et que c'est John, c'est comme ça qu'ils trouvent. Mais c'est vrai que par rapport aux terroristes, ils ont une longueur d'avance, quoi. Oui, carrément. Hans, il a prévu l'intervention du FBI, et le FBI, ce qu'il se dit, c'est pour pouvoir rentrer, on va couper le courant, et ils vont voir le mec du courant, justement. Ils vont voir Annelies. Il lui demande de couper, il leur dit ouais, mais en fait, si je coupe là, je coupe tout le quartier. Ils s'en battent. C'est pas grave, je coupe. Et ils s'en battent les couilles complètement, en fait, qu'ils coupent tout le quartier. Et en fait, c'est la stratégie des méchants. D'ailleurs, ils lui disent coupe le courant ou t'es viré, quoi, ouais, c'est direct. Hein. C'est des enculés, le FBI. Oui, ça, on le savait, ça. Et donc, leur stratégie aux terroristes, aux terroristes, aux braqueurs, c'est que le FBI va couper l'électricité de l'immeuble, justement. Ouais. Mais ça va les aider à désactiver la sécurité du coffre. La dernière sécurité, qui est celle électromagnétique. Ouais. Alors, c'est un peu l'informatique pour les nuls. Oui. Ou même la physique pour les nuls. Ouais. Un peu parce que... Mais bon, pourquoi pas. On l'a pas dit, mais à un moment, ils ont négocié avec les flics pour faire libérer des otages politiques de certains terroristes. C'est pour les mener les mener en bateau, quoi. Et il a demandé un hélicoptère aussi. Oui, forcément. T'as John qui se remet à parler à Powell, qui dit de trouver sa femme, qu'il était un imbécile. Ouais, c'est la scène émotion du film. Ouais, voilà. Il la joue bien. Ouais, il le joue très bien, hein, mais c'est un peu le côté cliché. Je sens que je vais mourir, ça sent la fin. Ouais, moi, en vrai, ça a marché sur moi. Ouais, oui. Mais bien sûr, c'est ça marche encore bien. Une fois, c'est on l'a vu plusieurs fois quand même. Ouais. Donc, on enchaîne avec l'intrusion débile et toxique des médias chez Holly, où ils interviewent les enfants. Et alors là, c'est horrible parce qu'en fait, ils arrivent et du coup, c'est la mamacita qui ouvre la porte, la bonne, et il lui dit, il la menace en mode si vous voulez pas que l'immigration débarque, vous avez intérêt à nous laisser rentrer. Tu dis wow. Ouais, c'est des gros bâtards là. C'est chaud quand même. Là, c'est des gros bâtards. Et d'où je disais que c'était une scène un peu hardcore parce que je trouve qu'ils sont d'une violence, les journalistes, juste pour avoir une info et avoir l'exclusivité. Tu sais, ça me fait penser avec le film avec c'est Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal. Midnight Call. Ouais, c'est ça. Non, c'est Night Call. Night Call, qui est très bien et qui fait tout et n'importe quoi jusqu'à buter laisser mourir son spoiler. Le mec avec lui, Oui, bon, c'est bon. C'est un film qui est très peu connu en plus. Bah justement, oui, spoiler. Mais il va très très loin pour avoir des images. Ouais, il est super le film. Ouais. Et il est très cynique comme film, je trouve. Bah très réaliste, je pense. Mais très réaliste, ouais. Et donc, ils interviewent les enfants, ce qui est déjà, au passage, droit à l'image. Déjà. Ouais, là, le droit à l'image, il est niqué, là. Hein. Et consentement des parents. Les parents, ils peuvent pas avoir le consentement, ils sont en otage. Bah voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Hans comprend. Il y a une télé qui est allumée, et du coup, il comprend. Et il retourne la photo, le cadre. Et du coup, il voit ce bon vieux cowboy. Et là, il y a la lumière qui s'allume dans son cerveau, il a enfin compris. Et du coup, là, il se dit qu'il a une carte à jouer. Ouais. Il a une carte à jouer contre John. Et John, lui, il fait le surhomme entre-temps. Même pieds nus et blessé, il va jusqu'à grimper sur le toit pour voir qu'il a du C4 sur le toit. Donc, il prévient Powell et Carl. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que ce qui va se passer. Powell, pardon. Il prévient Powell, mais Carl arrive et là, ça va partir en bagarre. Alors moi, il y a un truc que je suis un peu déçu, c'est qu'au début, on le voit galérer à marcher, tu sais, quand il s'enlève les bouts de verre. Il remarche vite et court vite comme si de rien n'était. Ouais, mais là, il a plus mal. Là. C'est un peu dommage. Oui, bon, après... Ouais. C'est John McClane. C'est la magie du cinéma. Et donc, effectivement, il allait prévenir Powell qu'il y a des explosifs sur le toit et qu'il faut pas envoyer les hélicos.
Des hélicos d'ailleurs qui sont des hélicos armés parce que c'est le plan du FBI, c'est d'envoyer des hélicos de guerre pour buter les terroristes. Ouais, alors le FBI, eux, c'est des gros fils de pute quand même parce qu'ils sont là en mode oui, on pense qu'on va perdre entre 20 et 25% des otages. T'es là, tu fais ok, vous êtes là pour tout canarder quoi. Victime collatérale, ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre quoi. Et il y a même cette scène où ils sont dans les. Alors les hélicoptères volent très bas dans la ville, très très bas. Et dans la réplique, il y a un des mecs qui fait. On se croirait revenu à Saigon, c'est pas vrai. Je sais pas, connard, j'étais au lycée. Et donc, là, on va avoir un autre grand classique, un trope qui, pour moi, devrait être interdit, mais en fait, du coup, comme tu l'as dit, Carl arrive. Ouais. Et au lieu de le tuer à bout portant avec son flingue d'une balle dans la tête tout de suite, et puis hop, c'est fini. Non, il veut venger son frère comme un homme. Ça il veut se battre. Interdit quand même. Du coup, ils font la bagarre. Et puis, dans la bagarre. Elle est cool. Ouais, la baston est cool, ouais. Elle est violente. Elle est très violente. Le seul problème, c'est les bruitages. Les bruitages ont vraiment vieilli. On dirait bruitage des années 80. Hein. Ouais, ça pique. Hein. J'en mettrai un ou deux, si tu veux. Oh putain. Et là où je me suis dit, c'est pas un film d'action moderne. On le voit là. Ouais, non, bah, c'est sûr. Et McClane finit par lui entortiller une chaîne autour du cou et Monsieur Carl finit pendu. Ouais, je me suis dit, waouh, c'est une fin hardcore quand même. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Hein. Ouais, moi non plus, je m'attendais pas à ça, mais bon, voilà. Hein. Une bonne. T'as voulu te venger, c'est le karma, bitch. T'as Théo et Hans qui, eux, chargent tous les bons porteurs. Oli, elle les provoque un peu quand même, elle leur balance quelques petites piques, elle fait même énerver Hans bien vénère quand même. Parce que tu sens que là, il commence à perdre ses moyens, tu sais pas pourquoi. D'ailleurs, tu comprends pas pourquoi elle a pas peur comme ça, elle devrait chier dessus. Ouais, bah non, t'inquiète pas, John, c'est son mari, elle a tout vu. Hein. Bah ouais, mais à la limite que John, lui, enfin, tu vois, on comprend, c'est un flic, mais elle, comment elle réagit, c'est un peu. Bah non, en fait. Tu te pisses dessus, normalement, quoi. T'es pris en otage par des dangereux criminels qui veulent te tuer. Ouais. Ouais. Les méchants envoient les otages sur le toit, avec nos gars du FBI qui arrivent avec leurs hélicos, là, en mode Apocalypse Now. T'as John qui tue un des derniers touristes en 2 secondes. Ouais. Bon, bah, il était là, il passait, boum, il est mort. Fin de tournage. D'ailleurs, tu le dis, mais sur Apocalypse Now, mais c'est vrai, la scène des hélicos où ils se baladent dans la ville, elle fait très bien filmée. Ouais, elle est bien faite. Elle est très bien filmée. Ouais. D'ailleurs, c'est des vrais hélicos qui se baladent dans la ville. On dirait qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein. J'ai pas l'impression. Non, en tout cas, ça fait très réel. Et du coup, en fait, le FBI le prennent pour un terroriste. Et du coup, il canarde. Oui, parce qu'en fait, il tire avec son arme pour faire fuir les otages en leur disant il tire en l'air, ouais. Donc, c'est pas la meilleure des idées non plus. Non, il est un peu con quand même. Oui. Donc, forcément, les flics le prennent pour un terroriste, ils lui tirent dessus. Et c'est là qu'on va voir la scène c'est là où je me suis vraiment dit, mais c'est pour ça la scène de la tour Montparnasse infernale avec la lance incendie. Mais t'as la même scène dans Brooklyn Nine-Nine. Oui, mais tu vois, ça m'avait surtout marqué dans comment ça s'appelle. Mais tu vois, la tour Montparnasse infernale, j'ai très peu de souvenirs de ce truc. Il y a vraiment ce film, enfin cette scène où il s'accroche comme ça, il saute et il se cogne la tête, tu sais, genre. Oui, non mais oui. Et du coup, là, je me suis dit, d'accord. Hans ordonne de faire péter le toit. Là, John, il y a tout qui pète et il a qu'une idée, c'est de prendre la lance à incendie, comme tu dis. Il se l'attache autour de la taille. Il prend son élan et il saute du toit. La scène est très cool. La scène est cool. C'est bien filmé. Hein. Mais dans un monde... non, mais dans jamais le vrai monde, fonctionne. jamais ça fonctionne, quoi. Surtout que ça arrive déjà, à bloquer... tu te fais éclater contre la vitre, t'es assommé, quoi. C'est foutu, quoi. Bah, comme dans la tour Montparnasse infernale, du coup. Et qui aurait pu dire qu'il était plus réaliste? Mais ouais, il arrive à péter la vitre en tirant dessus, à rentrer dedans, et ça fait très Mission Impossible, là, avec le poids qui tombe. Ouais, ça fait... ouais parce que l'enrouleur de la lance à incendie tombe de l'immeuble et commence à l'entraîner, donc il se détache rapidos du truc. C'est très cool. Et il arrive jusqu'au bord de la fenêtre à ce moment-là. Tu pourrais mettre la musique de ta et là c'est bon, là on est dedans. C'est vrai. Puis l'hélicoptère du FBI explose. Eux, fin de tournage pour le FBI. Oui, ils font péter le toit. Ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit, mais il y avait un moment, au bout d'un moment, le building, il va s'effondrer, quoi, à force de faire péter le toit en bas. Ouais, et d'ailleurs, j'ai même une note, je sais pas pourquoi, faudrait que je regarde la scène. J'ai marqué l'ascenseur explose aussi, mais on sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi l'ascenseur. Le couloir de l'ascenseur, il explose, on sait pas. On sait pas pourquoi l'ascenseur explose. Bon, les charges de C4, elles étaient à côté de la ventilation, je sais pas. Ou j'en sais rien. Et là, t'as Argyle qui se réveille. Oui, enfin, il était temps. Et du coup, il va avoir son moment héroïque aussi, puisqu'il voit les mecs charger des trucs. Ah non, il voit les mecs sortir un camion d'un camion. Et il fait what the fuck. C'est les poupées russes. Ouais, ça m'a fait rire à ce moment-là. John n'a plus de balles et il doit aller sauver Oli, c'est dommage. Enfin, il lui reste que 2 balles, quoi. Du coup, il va y aller.
Argyle arrive doucement avec sa voiture et d'un coup il fonce dans le petit camion et assomme Théo en passant. Heureusement que c'est l'informaticien parce que je pense qu'un autre des terroristes il le tuait. Ouais, il se faisait il était mort. Hein. Ouais. Donc bon, il y a son petit passage bravo Argyle. Il a quand même passé le film enfermé dans le garage quoi. Ouais. Et on arrive sur le moment iconique aussi du film où en fait t'as Hans qui détient Holly et qui est toujours à côté du coffre. Hein. T'as John qui arrive en criant Hans comme un bourrin. T'as l'impression qu'il est bourré. Il est filmé en contre-jour et du coup on voit que sa silhouette qui se dessine et toi elle est cool cette scène aussi. Enfin ce plan il est très beau aussi. Ouais, il est super ce plan. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, ça a de la gueule. Il y en a un autre magnifique qui arrive juste après, mais comment dire, t'as du coup ce petit plan assez cool et bon il va prendre sa femme en otage en lui mettant le flingue sur la tempe. Ouais. T'as Bruce Willis John qui va lâcher son AK-47. Ouais. Sauf que juste avant on a eu un insert sur un scotch de Noël. On comprend que ça va servir à quelque chose quand même. Ouais. Et si vous avez Brooklyn Nine-Nine, vous savez à quoi ça va servir. Puis il se scotche son flingue dans le dos. Ouais. Avec les 2 dernières balles. Surtout que c'est une bonne idée parce qu'en plus il a les mains. Ouais, il lui demande de mettre les mains derrière la tête, ou il le fait de lui-même, je sais plus trop. En flic. Ouais. Et du coup, vu qu'il a l'arme pas très loin, il chope l'arme, il bute un des derniers gardes qui était en costard avec lui. C'était le mec qui était à la réception. Et il tire aussi sur Hans. Il le rate pas et il touche pas au lit non plus. Non. Donc ça c'est bien. Sauf qu'il lui met pas une balle dans la tête, donc Hans commence à trébucher. À savoir que les fenêtres sont cassées, donc Hans va bientôt tomber. Il tombe, il l'entraîne quasiment au lit avec lui. Il attrape au lit avec lui. Il arrive t'as John qui arrive à enlever sa main de celle d'Holly à la dernière minute. Et il y a ce plan au ralenti très, très cool avec la musique où on voit, du coup, Severus Rogue tomber d'une tour géante. Et je me suis demandé, quand même, est-ce que c'est pas pour ça qu'on l'a casté en Severus Rogue? Parce qu'au final, c'est exactement ce qu'il fait à Dumbledore. C'est vrai, ça. Et c'est exactement le même plan de Dumbledore qui tombe de la tour. Tu pourrais mettre les 2 plans à côté. Oui. Et je me suis dit, mais c'est un foreshadowing. À savoir que pour la petite anecdote, il n'était pas censé tomber. Ok. Et qu'en fait, la chute, il savait pas qu'il allait chuter, l'acteur. Ok, pourquoi il y a le vertige ou? Non, c'est juste qu'il lui avait dit, en fait, on va faire le plan comme ça, et tu chuteras pas, machin. Donc au début, il a ce truc, ce côté, il joue son truc. Et en fait, quand il lâche la main, il est vraiment surpris. C'est la vraie surprise parce qu'il s'attendait pas vraiment à tomber. Bah ça se voit. Ouais, ça se voit fort. Hein. Ouais, d'ailleurs, juste avant, il y avait c'était Hans qui disait un truc un peu avant. Encore une fois sur le côté de John Wayne, il dit: Les Américains sont incroyables, mais cette fois John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Assez. J'aime bien cette phrase, elle est drôle. Et du coup, pour l'anecdote, il tombe vraiment. Ok. Et c'était pas censé arriver. Bah c'est très, le plan est superbe. Ouais, mais je crois que c'est le réalisateur qui a voulu ça. Mais c'est très sadique. C'est un peu sadique. Une bonne idée. Mais l'époque des années 80, les réalisateurs, ils avaient toujours des trucs un peu sadiques comme ça. 90 aussi, quand tu sais que dans Titanic, ils ont tourné vraiment dans de l'eau glacée à 10 degrés là pour qu'on voit vraiment qu'ils souffrent dans l'eau congelée. Apparemment, le tournage c'était un enfer. Bah ça, c'est James Cameron. Hein. Tu sais que pour Abyss, il a tourné 40% du film sous l'eau. Hein. Et je sais pas ce qu'il a fait pour Avatar. Du coup, je pense qu'il a dû faire la même. Je pense, ouais. Après, il y a beaucoup d'effets de synthèse, mais même on digresse. Ils ont été filmés dans l'eau, mais ouais. Et donc là, on arrive sur le final un peu express du film. Ouais, très express, ouais. T'as John qui sort de l'immeuble avec sa femme. Il appelle Gennaro, sa femme dit non, McClane. Bon, on comprend qu'il a récupéré sa femme. Il suffisait de tuer 9 personnes pour récupérer sa femme. Bah ouais, c'est ça. Faut buter des gens pour récupérer sa femme dans ce film. C'est une belle morale. Donc t'as le grand chef du flic qui l'engueule. Il retrouve Lowell, ils se font un câlin comme si c'était 2 vieux potes. Et là, on va voir l'axe de rédemption de Lowell parce que surprise motherfucker. Powell. Merci Powell. Je pense que j'ai dit Lowell plusieurs fois. Hein. Ah peut-être, mais j'ai pas fait. Lowell, Powell, vous m'excuserez. Hein, parce que j'étais en train de le lire en même temps. C'est un lapsus. Et donc t'as Carl qui sort de nulle part. Ouais, parce que Carl n'est pas mort. Ouais, pourtant avec l'explosion du toit et tout, il aurait dû se retrouver écrasé par toute la tonne de gravats, quoi. Bah ouais, mais il fallait un axe de rédemption à Powell. Et du coup, on a cette scène où on voit que Carl il se fait tirer dessus, on sait pas qui c'est. Et on voit Powell avec son arme, il a réussi
tuer quelqu'un pour le bien. C'est une drôle de morale, encore une fois, je trouve. Ouais. C'est vrai que la morale est bizarre quand même. C'est bizarre en mode, la morale c'est retuer des gens. Ouais, bah en fait, c'est la morale américaine. Hein. C'est comme ça qu'on fait de la pacification. Tire d'abord, poser des questions après. C'est comme ça qu'ils répandent la démocratie, les États-Unis. America. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu, tu vois, bref. Je comprends l'intérêt, hein, mais ouais, ça m'a pas eu. C'est le seul truc où je me suis dit, ouais, franchement, ça c'était pas nécessaire. Ouais, bon après, ça prend pas tant de place que ça dans le film, je trouve. Non, mais je trouve que ça met une drôle de morale. Oui, la morale est bizarre par contre. Surtout que le film était quand même très réaliste tout le long et tout, et d'un coup là, il commence à partir en couille parce qu'il y a ça, et d'un coup, t'as Argyle qui arrive avec sa voiture défoncée, ouais, et qui récupère le couple, et il se barre. Qui a cette phrase que j'adore qui dit waouh, c'est ce qu'ils font pour la veille de Noël, on se demande ce qu'ils vont faire pour la nouvelle année. C'est une phrase assez drôle. Ouais. Par contre, dans quel monde John il s'en va et il va pas à l'hôpital ou au poste de police pour faire un rapport? Bah, mais surtout, il a les pieds en sang, quoi. Non, mais jamais de la vie, tu t'en vas comme ça et hop, fin du film. Ouais, là, il rentre à la maison, là. Mais non, jamais de la vie. Il y a une scène qu'on n'a pas dit d'ailleurs, il y a les journalistes qui essayent de poser une question au couple. Ah ouais, et puis Oli, elle leur met un coup de poing dans la gueule. C'est très drôle. Et parce qu'elle a vu le reportage sur ses enfants. Bah c'est ça. Et il y a cette phrase très cool du journaliste qui dit « T'as filmé ça ?» Donc le cynisme jusqu'au bout, j'aime bien ça. Ouais, c'est cool. Vraie critique des médias d'information, moi j'aime beaucoup aussi. Hein. Et on termine sur un Let It Snow. De Von Monroe. Ouais, c'est pas celle du coup de Frank Sinatra. Non, je l'ai chasamé et a priori c'est Von Monroe. Ouais, c'est pas la bonne version, je l'avais vue, j'aime pas beaucoup. Et en fait, là maintenant c'est Noël. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bah parce que ça y est. Pour moi, Hans Gruber est tombé du Nakatomi Plaza, c'est Noël. C'est pas comment il s'appelle Jake dans Brooklyn Nine-Nine qui a cette réplique là où il dit pour moi c'est pas Noël tant que Hans Gruber n'est pas tombé du Nakatomi Plaza. C'est possible. Je crois que c'est lui qui dit ça. Ouais, un peu surpris de cette fin. Bon, j'étais content parce que le film était long quand même, donc je me disais bon allez, à un moment donné il faut qu'il se termine ce film quand même. Ouais, tu sens qu'ils ont un petit peu taillé dans le gras à la fin quand même. Ouais, je pense à partir de là où il tombe, il taille vraiment dans le gras quoi. À mon avis, il devait bien rester 10-15 minutes. Ouais, mais puis après, j'ai envie de dire, oui, non, c'était pas là, on se fout de la gueule du film en disant dans quel monde il rentre chez lui sans aller à l'hôpital ou faire un rapport de flic. En même temps, faut finir le film, quoi. Non, je suis d'accord, mais en fait, c'est tellement réaliste quasiment tout le long. Ouais, réaliste tout le long. Non, mais je veux dire, allez. Merci, quoi. Non, mais par rapport à plein de films d'action aujourd'hui, tu vois, il y a des trucs où ça paraît quand même pas trop tiré par les cheveux. Tu vois, ça oui. Et là, on arrive dans un stade où t'es en mode, bon, on dirait une fan film de Michael Bay un peu quand même. Ouais, un petit peu. Tu vois. Et là, j'étais en mode, non, c'est pas vrai. Ouais, ça fait très rapide. Mais j'ai l'impression que ce genre de film. On dirait la fin de Les Transformers. Mais j'ai l'impression que dans ce genre de film, ils savent pas trop terminer les choses. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme la course aux jouets de la semaine dernière. Oui. À la limite, sur la course aux jouets, je comprends. Ouais, bon, il se finit très vite, ça se passe vite, mais tu prends Transformers, tu prends plein de trucs comme ça, plein de films d'action comme ça. C'est le happy ending, mais ils savent pas le faire. Ils font ça un peu rapide en mode ouais, ça c'est fini, hop, voilà. Moi, ça aurait mérité un petit épilogue de 5 minutes, ça m'aurait pas dérangé, mais bon. Bah, t'aurais dit quoi du coup? Bah, le sapin de Noël avec ses gosses, enfin, tu vois, je sais pas. Il y a un truc à faire où on le voit passer vite fait au poste. Ouais, puis sa femme qui lui dit non, t'aurais pas chopé le Turboman pour le. Je sais pas, il y avait un truc à faire parce que bon, on dit que c'est un film de Noël. Ouais, c'est juste que ça se passe à Noël, mais c'est pas un film de Noël. Enfin, pour moi, c'est un film de Noël. Wow, ça me dérange pas qu'on le sorte le 31, tu vois. C'est à demi Noël. Allez. Bah oui, ça marche bien. Bon, ça marche bien pour l'époque, je trouve. Budget de production 28 millions de dollars. Ouais, un beau petit budget. Ouais, non, ça va. Après, il y avait des plus gros budgets à l'époque, surtout les films de Schwarzy. Hein. Puis c'est une recette de 143 millions à peu près, donc un x5 sur le budget, donc c'est pas dégueu. 83 millions aux États-Unis et Canada, 57 millions à l'international. Ouais, c'est un bel impact. Surtout que Die Hard, c'est le 7e plus gros succès de l'année aux États-Unis, derrière les mastodontes comme Rain Man, Who Farmed Roger Rabbit, donc qui a tué Roger Rabbit, ou Big. Ah, j'adore Big. Ouais, c'est bien Big. On pourrait le faire. Ouais, c'est chouette. J'aime bien Tom Hanks. Ah, j'adore Tom Hanks. Et là, il est exceptionnel dans ce film. Ouais, il y a eu 4 nominations aux Oscars, la 61e cérémonie en 89 pour meilleur montage, meilleur son, meilleur montage son et meilleurs effets visuels. Malheureusement, il en gagnera aucun. Mais c'est déjà pas mal d'être nominé, honnêtement. Ouais. Et surtout aux Oscars, quoi, c'est pas rien.
c'est rare que des films dont on parle sont nominés aux Oscars. C'est vrai. Donc, c'était assez important pour le mentionner. Je te pose pas la question. T'as beaucoup apprécié. Moi, pareil. Je pense que moi, j'adore le film. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. C'est un classique des années 80. C'est un film, du coup, qui a eu un gros impact sur l'industrie cinématographique et surtout sur le cinéma d'action, puisque ça a donné lieu à un sous-genre carrément entier du film qui s'appelle le Die Hard dans un lieu. Genre Speed, c'est Die Hard dans un bus. Under Siege, c'est Die Hard dans un bateau. Ou Air Force One, c'est Die Hard dans un avion. C'est vrai. Donc voilà, on a carrément une saga qui s'est créée et tout un sous-genre qui s'est créé derrière avec. Donc gros impact pour ce film. Après, John McTiernan, il est très fort dans ce genre de truc, puisque il a même fait Die Hard dans un sous-marin, donc oui. Donc voilà. Et sinon, pour les notes, la réception critique, elle était quand même vachement bonne. 94% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Metacritic, il est à 72% aujourd'hui. Donc ouais, ça a été un gros succès de l'époque. Bah moi, je vais le dire tout de suite, hein, mais c'est mon top 1 de la saison 1. En même temps, c'est pas que c'était pas trop difficile, mais je trouve que c'est un des rares films vraiment qu'on a fait qui est vraiment exceptionnel. Et pour le petit fun fact, moi j'ai ma liste, donc je peux vous la sortir tout de suite. Et je pense qu'on va clôturer j'ai pas fait ma comme liste. ça. Bon, après tu pourras peut-être me dire ton top 3, mais bon, moi mon top 3 du coup il est assez simple. Et c'est drôle parce que les 2 derniers épisodes font partie du top. Donc on a en top 1 forcément Piège de cristal. En top 2 Demolition Man. Franchement j'hésitais entre les deux. Ouais. Je préfère l'humour de Demolition Man, mais la photo, les jeux d'acteurs, tout est mieux dans Piège de cristal quand même. À un moment donné, il faut être réaliste en termes de cinéma, c'est pas le même gabarit. Et en 3e, pour la nostalgie, j'ai mis la course au jouet. Et c'est un joli top 3, je trouve. Ouais, c'est un beau top 3. Moi, je l'ai pas fait pour le coup, mais j'attendais un petit moment avant de le faire, mais bon, voilà, ça s'est fait. Je l'ai fait au fur et à mesure, du coup, sur Letterboxd, et du coup, non, c'était une très bonne saison. On a fait, du coup, 17 films cette saison. Ouais. C'est pas rien, et pourtant, on a commencé en juin. Donc, si on continue avec ce rythme-là, l'année prochaine, on risque d'en faire une 25 à peu près, quoi. Bah, c'est ça, ouais, 25-26. Ça en fait un toutes les 2 semaines. Ouais, il y a le mois de janvier qu'on va laisser en stand-by un petit peu. On va déjà réfléchir à la saison 2. On va voir aussi comment ça se passe aussi au niveau des vues et tout. Et puis on a aussi le côté format court qu'on aimerait développer un peu plus. C'est ça, ouais. On aimerait aussi pousser les lives. On aimerait bien faire un petit live ou deux. On aimerait bien en faire en début de saison. On va voir comment ça fonctionne. De toute façon, pour l'instant, vous connaissez notre adage, on promet rien qu'on n'est pas sûr de faire. Donc pour l'instant, pas de promesses. Et puis, c'est ce qu'on aimerait faire. Après, est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça, c'est une autre histoire. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de studio. Faut qu'on tourne soit chez moi, soit chez toi. On trouvera une solution, c'est pas grave. Oui, il faut trouver une solution. Mais voilà, c'est un peu compliqué aussi en termes d'agenda. On a des vies compliquées aussi. En tout cas, c'était encore une fois un super moment avec toi, Francky. Une super saison. C'était un exercice qui demande du temps, mais que j'adore faire. Donc nous, on est parti pour continuer. On vous remercie aussi à toutes les personnes qui écoutent. On a eu les résultats du Spotify Wrapped. Donc c'est très cool d'avoir des statistiques. Elles sont pas encore assez exceptionnelles pour les partager parce que forcément vous êtes très peu, mais vous êtes bien 17 personnes à suivre l'émission de manière assidue. On vous remercie. Ouais, ça commence à augmenter parce que je regarde les stats Spotify, on va sur du 20 à 25 là à peu près. C'est ça. Mais sur ce que Spotify disait, Wrapped, c'est vraiment une audience qui est vraiment souvent au rendez-vous. Environ 17 personnes sur Spotify. On n'a pas les stats de Deezer, d'Apple Podcast et tout, malheureusement, de tout ça. Donc c'est difficile à savoir. Mais pour tous ceux qui sont sur Spotify, on vous remercie. Puis sur les autres plateformes aussi, bien entendu. Et puis moi au début, je les écoutais tout le temps. Mais après, j'ai un peu arrêté parce que je me suis dit, à force de m'écouter et je sais ce que j'ai dit, je ne les écoute plus non plus. Ouais, honnêtement. Je l'ai fait au début pour voir ce que j'appréciais pas dans ce que je faisais, mais d'un autre côté, en plus, on fait le montage. Ouais. Donc, là, j'ai remarqué sur les montages, j'enlève beaucoup de donc. Oui, ouais. C'est horrible comme exercice parce que tu te rends compte. On dit beaucoup du coup aussi. Les Québécois on a des choses à changer. Les Québécois nous le reprochent beaucoup. C'est vrai. Les Français, ouais. Eux, ils ont le fac. Ouais, nous on dit du coup. Mais bon, c'est pas grave, on va s'améliorer là-dessus aussi. C'est l'occasion de voir nos défauts et de voir comment les
les paliers, quoi. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des films à nous conseiller, des choses que vous voulez, regardez La Preuve, ça peut se réaliser. Celui-là, c'était pour Monsieur Mathieu. On espère qu'il te plaira, cet épisode. Et parce qu'on l'a rajouté pour toi, honnêtement, il n'y avait rien qui devait sortir à ce moment-là. On s'est dit, allez, on va lui faire plaisir. Ouais, en fait, on devait le faire, celui-là. C'est Running Man qui s'est rajouté entre-temps. Oui, c'est vrai. À cause de la sortie du film. Bah écoute, on en a profité. Et moi, en plus, pour Running Man, au début, je t'avais dit, non, on le fait pas. J'étais persuadé que c'était pas un remake de l'ancien. Bah ça ressemblait tellement pas à la vibe de l'ancien. Bah ouais, c'est pour ça. J'étais persuadé que c'était pas du tout l'ancien. Et en fait, en lisant les trucs, je me suis dit, bah si, en fait, c'est un remake, faudrait qu'on le fasse. C'est pas mal, avec la sortie du film, au moins, on aura quelque chose à dire. C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas. Ça a décalé les épisodes de Noël de 2 semaines. De 2 semaines. Bah c'est ça. On n'a encore rien de prévu d'épisode pour la saison 2, donc n'hésitez pas à nous recommander des choses dans les commentaires. À nous partager. Moi j'ai déjà pas mal de trucs dans la liste. Ouais, mais rien n'est défini. Alors si, il y en a un qui est défini pour l'instant, au mois de mai. Spoil. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Au mois de mai, il y a des choses qui sortent au cinéma. Mai 2026. Mai 2026. Et il y a un autre film, il y a une adaptation de jeu vidéo qui sort courant de l'année 2026. Oui. J'en dirai pas plus. Mais celle-là, on risque de faire la version qui s'est faite il y a très très longtemps aussi. Oh bah, vous avez assez d'anecdotes pour le trouver là, honnêtement. Bon, d'ici là, vous aurez peut-être oublié. Oui. Et en tout cas, non, je pense que n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à nous envoyer ce que vous voudrez. Nous, on réfléchit pour la saison 2. On va prendre un petit mois de pause, à mon avis. Bon, on va essayer de se faire voir dans les réels. On va essayer de trouver 2-3 concepts pour faire des TikTok, des trucs comme ça, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui nous aide à un peu promouvoir le truc. Faut faire un peu la promotion de la saison 1 quand même. Ouais, bien sûr. Et mine de rien, moi je regardais les stats là sur Running Man. Sur YouTube, on a eu plus de 48 écoutes. Ouais, c'est étonnant, des fois la magie de l'algorithme, on comprend pas trop. Ouais, donc ouais, il y a des choses à étudier et on va voir comment faire pour trouver d'autres personnes aussi. Bon, dans tous les cas, on s'amuser et puis c'est le principal. Et puis si on peut vous faire plaisir au passage, bah, c'est encore mieux. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mon petit Francky. Bah moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai passé un super moment là cette année à faire ça. On est devenus des bons potes en plus. Oui. À force de faire ça, on se voit forcément. On se voit toutes les semaines. Donc c'était très drôle. Moi, je me suis éclaté à regarder des vieux films comme ça. Ouais, pareil. En vrai, ça m'a donné une excuse de regarder des vieux films. Ouais. Et on aurait dû faire ça plus souvent. Moi, il y a toujours des films que j'ai pas vus de l'année ou des trucs comme ça que j'aimerais rattraper. Et c'est vrai que regarder des vieux films comme ça fait du bien. Et c'est pareil, faites-nous découvrir des trucs. Ouais, n'hésitez pas. Parce que ça, c'est vraiment important. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un nous donne un vieux film, on le met dans les notes. Ouais. On n'a pas oublié ton idée, Seb, de faire... c'était quoi le film? J'ai oublié. Over the Top. Over the Top. Tout Jésus. Avec Stallone. Ouais. En tout cas, hâte de continuer à découvrir des films, puis à redécouvrir des pépites de nostalgie. J'en ai toute une liste encore que j'aimerais bien faire. Ouais, pareil. Et puis continuer à découvrir des films au ciné aussi. Parce que moi, j'aime bien le côté critique qu'on fait aussi sur. De toute façon, on voulait parler de films qui sortent parce que forcément, tous les deux, on va beaucoup au cinéma. Et je trouve que le format court s'y prête bien. Peut-être qu'à terme, on fera des formats plus longs sur YouTube de critiques. C'est pas proscrire, mais c'est tellement de boulot que en fait ça plus le podcast plus tout. Et puis pour l'instant, on est tombé vachement d'accord sur les films qu'on a vus. Ouais. Je pense que le format long, il aura sa place quand on sera pas d'accord. Ouais, ça peut être un format de débat avec vous aussi sur Twitch. Ou sur Twitch, ouais. Tu vois, je pense que ça peut être un bon moyen. Le problème, c'est que c'est sur les sorties de films, il faut être présent sur l'actu. Ouais. Non mais je veux dire, tu sais, il faut. Tu vois, regarde le JDG, il est pas forcément présent. Tu vas me dire, il a déjà un public et tout, mais. Bien sûr. Non, mais je parle pas de ça, mais si ça marchait pas, c'est critique. Tu vois, parce que même si t'es loin après la sortie du film, ça marche quand même. Moi, je trouve que l'intérêt quand même est d'avoir un avis sur le film si tu veux aller le voir au cinéma. En fait, pose la question, tu vois. Faut donner un avis sur le film tant qu'il est encore au cinéma. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais ça te laisse une fenêtre quand même qui est un mois. Ouais, c'est ça, assez courte quand même. Ouais. Enfin, c'est un mois. Enfin, je pense qu'on redigresse. Ouais, on redigresse. Et sinon, ouais, moi, un dernier truc que je voulais dire, c'est que j'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous allez passer un bon réveillon. Ouais, de bonnes fêtes de fin d'année. Vous avez passé un bon réveillon parce qu'on le sort le 31, mais je pense pas qu'il y a grand monde qui va l'écouter le 31, celui-là. Non, je pense que vous écoutez ça début 2026. Et dans ce cas-là, une bonne année à vous. Et vous êtes dans le futur, sachez-le. Nous aussi, on est dans le futur, là.
Ouais, bonne année à tous. Et comme tu dis si bien, Francky, continuez d'aller au cinéma, allez voir des films. Et puis nous, on se dit à une prochaine fois dans la saison 2. À l'année prochaine. Allez, ciao. Salut.